Eh ben, bonsoir à tous et merci d'être là présent pour cette deuxième atelier dédié à Python dans un environnement astronomique et spectroscopique. Je vous rappelle que cet atelier en fait est divisé en trois parties. Il y a déjà eu une première session qui a eu lieu fin février sur la première partie de cet atelier. Ce soir, c'est la deuxième et dans 15 jours, vous aurez le droit à la troisième partie pour conclure cet atelier sur Python en astronomie. Donc, je vous demanderai à tous de couper vos micros tant que vous ne parlez pas, parce que ça fait des bruits, des souffles qui fait que ça peut couper l'intervenant, voire même au niveau de l'enregistrement, ça le fait splitter et ça fait basculer sur la personne qui ne parle pas. Donc, c'est toujours un peu problématique. Par contre, bien sûr, quand vous voulez poser une question, vous pouvez la poser directement à Vincent ou à Mathieu, en réactivant bien sûr votre micro, ou alors vous pouvez le faire aussi par le chat qui est en bas de l'interface Zoom, en bas là, où c'est marqué converser. Et donc là, vous pouvez taper votre question. Moi, je surveillerai les questions pour après éventuellement les regrouper et les poser aux intervenants. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à François Cochard qui va vous dire deux mots en fait sur les dernières news de la spectroscopie avant de laisser la parole après à Mathieu et à Vincent. Bonsoir tout le monde, je vais être très rapide. C'est toujours un énorme plaisir de voir tout ce monde, d'utiliser cet outil pour se connecter. Moi, je vous invite à, dans la mesure du possible, si ça ne vous perturbe pas trop, de laisser les vidéos ouvertes. Ça permet de voir un petit peu, d'avoir ce sentiment d'être tous ensemble dans la salle, là, même si c'est quelque peu artificiel. Bon, c'est un grand plaisir. On a eu des retours très très positifs sur le premier atelier. De ce que j'ai aperçu des slides là, que vont présenter Mathieu et Vincent, ça va encore être grandiose ce soir. Ça fait plaisir. Et vous avez bien fait de venir. Juste pour situer très rapidement, nous, il y a une belle grosse activité en ce moment du côté de Cheliac et on vient d'expédier aujourd'hui, c'est un grand jour, là, la première série du VEX. Donc c'est une étape importante et puis c'est un aboutissement, puis en même temps l'ouverture d'une nouvelle page. Donc c'est quelque chose de très fort. Et puis par ailleurs, alors je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes au courant, mais il y a ce fameux projet Solex qui est mené par Christian, pour lequel Cheliac aide à la logistique et en fait il y a vraiment un succès monumental puisqu'il y a eu plus de 150 commandes qui ont été passées, donc la souscription s'est terminée le week-end dernier, donc ça met aussi une effervescence incroyable et il y a vraiment des choses qui bougent et des belles choses qui sont en train de bouger et c'est un énorme plaisir. Voilà, donc moi c'est dans ce contexte-là que je suis très très content qu'en plus on cause de Python et j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui tournent autour de Solex, qui ont causé Python aussi. Enfin, tout ça, ça se recoupe, ça se mélange, c'est très, très chouette. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Un énorme merci à Vincent, à Mathieu, pour ce que vous faites. Et puis moi, de mon côté, je vais surveiller le chat, là, s'il y a des questions à rattraper. Merci beaucoup. Merci François, merci Olivier. Bonsoir à tous. Et puis et merci également merci à vous tous parce qu'on a eu effectivement, comme le François le disait, des bons retours, des bons commentaires par mail et puis des suggestions, des idées. Donc on a essayé d'en tenir compte et puis surtout merci parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des retours et puis surtout des retours positifs. Je vais vous lancer le PowerPoint. Alors partagez mon écran déjà. Ok. C'est bon. Ok, ça marche. Merci. Je vais le mettre en plein écran. Voilà, donc là, vous devriez le voir. Oui, absolument. Ça marche. Alors, je vais cacher ma vidéo pour conserver moins de flux. Voilà. Donc, on reprend bien suite à l'atelier numéro 1 qu'on avait fait sur Jupyter Notebook, alors le collab surtout, qu'on a utilisé, et puis à quoi ça peut servir Python dans le cadre de notre domaine ici, à savoir les usages sur de l'astro ou de la spectro au sens large. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de poursuivre sur le deuxième atelier, et puis là où on a vu, donc sur le premier, comme je disais juste avant, qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de Python? Là, aujourd'hui, on va voir plutôt comment est-ce qu'on va démarrer, quel environnement est-ce qu'on va mettre sur notre machine, comment est-ce qu'on peut organiser tout ça. Et puis, dans un troisième temps, pour le prochain atelier, on va voir jusqu'où on peut aller.
D'accord, jusqu'où on peut aller, puis on verra qu'on ne va pas rester sur de la manipulation de données et qu'on ira parfois plus proche du matériel et parfois un petit peu plus loin du matériel. Alors, l'organisation d'aujourd'hui, on a essayé de prendre un plan comme le premier atelier qui puisse répondre un petit peu à toutes les attentes, c'est-à-dire donner un petit peu quand même des choses pour pouvoir démarrer pour quelqu'un qui débute Python, qui commence la programmation notamment, et puis essayer aussi de pousser sur des choses intéressantes où lorsqu'on connaît déjà un petit peu Python, qu'est-ce qu'on peut aller utiliser et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc, on est parti d'un plan là plutôt avec une complexité linéaire. Donc, pour ceux qui commencent vraiment la programmation ou Python, voilà, il faut être honnête, sur la fin, ça peut piquer un petit peu, mais on va y aller tranquillement et puis on va voir ensemble, on va dérouler petit à petit les choses. Donc, on commencera par des rappels des bases. Alors, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Je passerai rapidement sur les slides. On va voir un peu les environnements virtuels, pourquoi et surtout à quoi ça sert. On essaiera de créer un petit script avec un éditeur qui est pas mal utilisé, notamment en sciences, hein, qui est Spider. Et puis, on essaiera de voir ce qu'est un module et comment est-ce que nous, on peut en tirer parti. À la suite de ça, on va essayer de voir les applications de bureau, mais de manière très rapide, on ne va pas rentrer trop dans le détail parce qu'on verra que ça peut devenir assez rapidement complexe et on va essayer surtout de donner des clés pour que ceux qui veulent après pousser sur le sujet puissent le faire. Et puis on verra en dernier, alors je vais modifier ma fenêtre peut-être ici, hop, voilà, mettre ça en bas. On verra ici en dernier les applications web avec du Jupyter Notebook, mais pour en faire une application vraiment, et puis les applications Flask. Donc j'ai mis un petit peu des complexités sur chacun des items. Là, on voit toujours, Mathieu, on voit Oui, toujours la première slide, hein, c'est normal. Vous mettez non, le titre j'ai Python pour bougé. l'astronomie et la spectroscopie. Ah, et vous voyez mon réseau est correct ou... Alors, est-ce que j'ai partagé la bonne chose? Alors, on t'entend bien en tout cas, ouais. Ok, alors attendez, je vais repartager. C'est possible. Desktop, normalement, ok, desktop 1. Ok, ouais, c'est parce que c'est en plein écran, c'est pour ça. Ok, j'ai compris. Clac. Voilà, donc là, ça devrait être mieux. Pour l'instant, c'est noir. Oui, c'est bon. Ok, Plan ok, des ateliers, c'est bon. ok. Bon, autant pour moi, en fait, il ne faut pas partager l'écran quand on est en plein écran PowerPoint, mais plutôt les slides. Donc, comme je disais, donc, atelier 2, on va voir comment on va démarrer. Et puis, le plan donc, de ce soir, c'est voilà, ce plan avec une complexité linéaire. Donc, ce que je viens de dire, mais avec ici une slide donc, un petit peu plus visuelle, avec les bases, les environnements virtuels, la création d'un script, les applications de bureau, et puis jusqu'à l'application Flask. Eh bien, c'est parti. On peut démarrer. Donc, un petit rappel sur les bases. Alors, c'est simplement pour se remettre en tête ce qu'on a vu. On va passer rapidement parce qu'on en a déjà parlé. On avait vu les types de données, tout ce qui était integer, float, etc. Comment est-ce qu'on attribue des valeurs aux données, des valeurs aux variables. Les listes, d'accord, avec tout ce qui va être tuple, dictionnaire, les commentaires, comment est-ce qu'on écrit un commentaire. Et puis ici, notamment, on verra les commentaires de documentation un petit peu plus précisément et surtout à quoi ça va nous servir. On a vu également les modules, comment est-ce qu'on importe un module avec NumPy, d'accord. On avait manipulé donc NumPy et puis Matplotlib pour faire des graphes, pour manipuler un certain nombre de données. Et puis aussi, comment est-ce qu'on allait les chercher, comment est-ce qu'on se documentait dessus pour voir comment les installer, comment les manipuler, et puis trouver des exemples de code qui nous intéressent. Et puis, on avait commencé à démarrer donc, sur la partie vraiment mettre les mains dedans, hein, dans le Python avec l'interpréteur de commande ici, l'interpréteur Python. D'accord. Et puis, on avait vu également un interpréteur un petit peu plus avancé avec un design un petit peu plus sympa, notamment des lignes d'entrée et de sortie. Et puis un certain nombre de choses qui sont utiles, comme l'autocomplétion, la coloration syntaxique, qu'on va voir un petit peu plus en détail, notamment aujourd'hui. Donc, on repart de là avec cet interpréteur Python. Et puis, c'est sympa, on peut exécuter du code, on peut en taper dedans, mais c'est quand même un petit peu austère. Et on va essayer de trouver des outils et de manipuler des outils un petit peu plus sympas pour manipuler tout ça.
Donc, on passe sur la partie numéro 2 qui concerne les environnements virtuels, avec notamment les virtual env et puis Anaconda pour manipuler tout ça de manière graphique. Alors, on part d'un contexte où on a une machine sur laquelle on va installer Python. Donc, et puis, parfois, on a un projet, et puis, comme la dernière fois, par exemple, on veut utiliser AstroPy, et il se trouve que c'est en version 4.1. On démarre un nouveau projet. Donc là, dans un dossier, d'accord, que j'ai mis en orange. Et là, cette fois-ci, on installe, on a toujours AstroPy, mais on a besoin de la version 4.2 parce qu'il y a des nouveautés, il y a une fonction qui nous intéresse particulièrement et on veut l'utiliser. Donc déjà, on va devoir mettre à jour notre version d'AstroPy pour utiliser la dernière version. Et puis un petit peu plus loin, on veut, ou un petit peu plus tard du moins, on veut également travailler sur un nouveau projet dans un nouveau dossier. Et là, il se trouve qu'on a besoin de la version 3.9 parce que dans les dernières versions, il y a des choses, il y a une régression sur certaines parties moins performantes ou potentiellement des choses qui ont disparu alors que nous, on en avait besoin. Et puis, pour l'instant, en termes de production, on a besoin de garder cette version-là. Ce qu'on va faire ici, parce que sinon, ça peut générer des conflits déjà, et puis parfois, on a besoin de versions précises. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt créer un environnement virtuel, une sorte de coquille indépendante, d'accord, autonome, une sorte de vase clos dans lequel on va pouvoir créer donc, un environnement et puis installer des versions qui nous intéressent précisément et garder, par exemple, sur la machine globale AstroPy en version 4.1 parce que, je ne sais pas, il y a une application qu'on se sert tous les jours et puis on veut la laisser à cette version-là. Sur l'autre projet, partir en version 4.2 et puis encore sur l'autre projet, encore en vase clos. Vous voyez ici, j'ai mis un nom d'environnement différent, MyEnv et puis WS2Env, notamment celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, comment on fait ça? Eh bien, on se positionne à un endroit dans un dossier, d'accord, un dossier de projet, et puis avec Pipe, toujours, donc Pipe 3, parce que sur ma machine, notamment, par exemple, j'ai deux versions de Python, la version 2 et la version 3. Là, donc, pour Python 3, je vais utiliser Pipe 3, install virtual env. Une fois que je vais installer ça, je vais pouvoir l'utiliser, donc je vais créer un environnement virtuel qui s'appelle WS2Env sur tout ce qui va être Unix, donc macOS, Linux, etc. Je vais faire Python-m venv et puis le nom de mon environnement dans le terminal. Et sur Windows, donc dans l'invite de commande, je vais faire cette commande-là et je vais créer justement ce petit environnement qui est un petit peu un vase clos. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir me positionner dedans et l'activer. Donc pour l'activer, qu'est-ce que je fais? Toujours dans le terminal Unix, ici, je vais faire source, le nom, parce qu'en fait, en faisant ça, je vais créer un dossier dans lequel je vais avoir l'environnement. Je vais faire source, le nom du dossier qui correspond au nom de l'environnement, /bin/activate. Même chose sur Windows avec des backslash et puis script activate. À partir de là, ça va me positionner comme ça. C'est-à-dire que dans mon terminal, je vais avoir mon invite de commande, je vais avoir des parenthèses et le nom de mon environnement, ce qui va m'indiquer que je suis bien dedans. Ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir comme ça créer des petites coquilles pour nos projets et surtout, après, on va pouvoir les partager, notamment les librairies qu'on a installées. Parce que ce qui est difficile, en tout cas, ce qui est important, nous, dans le cadre des projets qu'on veut mettre en place comme ça sur de la programmation, c'est que si on veut partager notre script, ou si on veut le mettre en ligne pour que quelqu'un l'utilise, il va falloir lui préciser quelle version des librairies j'ai installées. Donc, si c'est AstroPy 3.9, etc., etc. Et donc, avec Pipe, il y a le freeze, ce qu'on appelle le long freeze, qui va nous permettre d'exporter dans un fichier TXT, un fichier texte, que j'ai appelé requirement.txt. C'est plutôt, on l'appelle plutôt comme ça de manière générale. Et cette commande va lister la totalité des librairies que j'ai utilisées dans mon environnement virtuel ici, donc sur Unix et sur Windows toujours. Et donc, je pars de ma machine. Et de l'autre côté, lorsque la personne a récupéré le petit fichier requirements.txt, il va pouvoir l'utiliser toujours avec Pipe, Python, pipe install, et puis -r, donc le nom de mon fichier. Alors ça va permettre donc de lister déjà les librairies et puis les versions précises que j'ai utilisées. Alors ça marche bien, sauf que cet environnement ici, il va pas, le freeze ne va pas exporter que AstroPy et Matplotlib. Il va inscrire dans le fichier en fait toutes les librairies qui me servent pour mon environnement. Et parfois, il y a un certain nombre de librairies que je n'ai pas spécialement envie de préciser ou de partager. Et donc, pour être vraiment, à mon sens en tout cas, pour être vraiment performant, c'est plus intéressant de le faire à la main, c'est-à-dire éventuellement de générer le fichier, mais d'effacer les librairies qui sont moins intéressantes, ou de mettre à la main la librairie qu'on a utilisé, notamment AstroPy, égale 3.9. Et puis ensuite, ce fichier-là, on le partage et la personne peut faire pipe install
-R requirements et ça va installer dans son environnement. Hein, après avoir créé un environnement virtuel, ça va installer toutes les librairies dont on a besoin et qui vont lui permettre de pouvoir exécuter le projet. J'ai mis un petit point d'attention ici parce que ça nécessite quand même qu'on soit sur la même version de Python. D'accord. Donc, un petit point d'attention, et c'est là où on voit aussi l'écart entre les versions, les machines Windows et puis par exemple les machines sous Unix, où quand on passe de l'un à l'autre, eh bien, l'environnement n'est pas tout à fait le même, etc. Et donc, de se contenter uniquement des librairies, ça permet aux personnes donc, de créer leur environnement, d'avoir vraiment un environnement stable, et puis ensuite d'installer les librairies qui vont bien, mais avec la même version de Python. Il y a des choses qui existent comme PyEnv, pipenv, etc., qui vont permettre de pousser un peu plus loin et de garder des versions de Python aussi dans l'environnement. Mais voilà, on pousse un petit peu plus loin le curseur. Là, pour une utilisation d'un script, ça fonctionne assez bien. Je passe la main à Vincent qui donc va vous présenter Anaconda et qui va nous permettre de manière assez intéressante de faire tout ça, mais d'une manière graphique. Je lui passe la main. Ouais, merci Mathieu. Alors effectivement, je vais partager mon écran. Voilà. Ouais, effectivement. Donc moi ce soir, je vais juste intervenir très rapidement sur 2-3 slides pour vous parler d'Anaconda. Donc Anaconda, hein, c'est une plateforme libre et open source de Python, donc voilà, comme c'est indiqué là, hein, qui permet de simplifier notamment la gestion des paquets et puis des environnements. Alors moi, tout au début, quand je me suis mis à Python, je me suis quand même rapidement tourné vers Anaconda parce que j'avoue que tout ce qui était un peu en ligne de commande ça me rebutait un peu, ça me faisait un peu peur. Et clairement, voilà, avec Anaconda, vous avez une interface graphique qui est assez ouais, qui est assez facile à utiliser pour rentrer un petit peu dans ce monde un peu particulier de Python et de ses environnements. Donc Anaconda, c'est une suite, c'est une plateforme, elle est assez lourde hein, de mémoire. Il y a quand même quelques centaines de mégas à télécharger. Les versions individuelles, vous pouvez les télécharger gratuitement, hein, elles sont disponibles pour Windows, Mac et Linux. Et voilà, qu'est-ce que vous allez trouver dans cette suite? En fait, vous allez trouver un ensemble d'outils que maintenant vous connaissez peut-être, hein, donc Jupyter Lab. Par exemple, entre autres, hein, vous allez trouver Jupyter Lab et Jupyter Notebook hein, qu'on a déjà vu lors du premier atelier. Et puis, donc la Qt console, j'en parlerai pas, mais vous allez aussi trouver Spider, voilà, qui est un environnement de développement dont parlera tout à l'heure Mathieu, un peu plus en détail, qui est très pratique pour pouvoir écrire du code et l'exécuter, afficher des graphiques en même temps. Voilà. Donc tout ça, tous ces outils, vous pouvez les lancer hein, depuis le navigateur, le navigateur Anaconda, et depuis ce navigateur aussi, donc gérer les environnements tels que vous les a montrés Mathieu, mais avec une interface graphique. Donc comme je le souligne ici, voilà, moi je trouve personnellement que quand on démarre, c'est bien, parce que c'est très pratique, l'interface est efficace, c'est pratique, voilà. Par contre, vous verrez, hein, à l'usage, c'est quand même c'est assez lent. Je trouve que les environnements sont assez longs à se rafraîchir, par exemple, quand vous les modifiez. Et puis c'est assez lent aussi à lancer. Voilà, ça c'est un peu les inconvénients. Donc comment ça se présente le navigateur, le Anaconda Navigator? Ça se présente comme ça. Donc en fait, vous avez l'ensemble ici des différents outils que vous avez ou non installés. Vous n'êtes pas forcément obligé de tout installer. Là, on est dans l'onglet Home et dans cet onglet, vous avez ici là une petite liste en fait des différents environnements que vous avez créés. Et donc ici, vous avez l'environnement qui est actif. Donc moi, j'avais créé un environnement astronomie.
Et dans cet environnement Pareil, astronomie, Vincent, je ne suis pas sûr qu'on voit la bonne slide là, parce que ah, c'est sur la présentation Anaconda. Enfin, c'est la slide, mais pas en plein écran. ouais. Alors, je suppose que tu es en train de montrer autre chose. Là, c'est bon ou pas? Oui, là, d'accord, ok. Alors là, c'est Ouais, la Anaconda Navigator, c'est ça? ouais, c'est ça. Donc, faut pas que je me mette en plein écran. Euh, voilà, donc je Ok. disais ici, en fait, donc ça, c'est le navigateur Anaconda Navigator, et vous avez l'onglet Home, voilà, dans lequel vous retrouvez ici la liste des environnements que vous avez créés. Donc là, moi, par exemple, j'avais créé un environnement astronomie, et puis bah, les différents outils que vous avez installés pour cet environnement. Donc, notamment, ici, j'avais installé Jupyter Lab, Jupyter Notebook, et puis Spider. Voilà, donc là, ça a changé de slide, c'est bon? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Vous avez un deuxième onglet, hein, donc, qui est l'onglet On peut environnement. peut-être passer en plein écran. Là, vous l'avez en plein écran, ça? Non, ça n'a pas bougé. Je pense qu'il est sur un autre. Il faut que tu bascules sur le mode plein écran. Alors, je vais rebasculer dessus. Est-ce que là, vous le voyez? Pour l'instant, c'est noir chez moi. Ça y est, on voit. Oui, c'est bon. Ça va arriver. Je ne sais pas si ça va défiler, par contre, on va voir. Par contre, là, le son il passe un petit peu mal là chez toi, mais on t'entend quand même, hein. Ouais, vous secouez les bras si vraiment vous m'entendez plus. Enfin, Ouais, mon réseau n'est pas très bon, hein, mais voilà. Donc là, vous avez un onglet, donc l'onglet environnement dans le navigateur, qui va vous donner toutes les précisions en fait sur les environnements que vous avez installés. Donc ici, vous avez toute la liste en fait des environnements que vous avez créés. Donc, il y a l'environnement de base. Moi, j'avais créé un environnement Astronomical Data, Astronomie et puis SpecUtils. Vous avez toute la liste ici. Ici, la petite flèche qui vous permet de lancer un terminal tout en étant positionné dans l'environnement ciblé. Et puis ici, sur la partie de droite, la liste des modules, hein, qui sont installés pour chaque environnement. Par exemple, sur l'environnement astronomie, je dois avoir AstroPy ici qui est installé en version, alors là je ne la vois pas, ça va être 4.2, et puis AstroQuery installé en version 0.4.1. Donc voilà, vous avez toute la liste de vos modules avec les différentes versions. Et puis en dessous, là, quelques icônes qui sont intéressantes, qui vous permettent de créer, enfin de gérer en fait vos environnements. Vous pouvez créer un nouvel environnement, en cloner un, en importer un, en enlever un. Voilà. Alors, comme je le disais, là, je ne sais pas si la slide a changé. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'était bon, ça l'est plus. Alors, pardon. Là, je vais juste repasser, par contre, repartager Oui, le d'accord. bureau, parce que je vais le lancer en terminal. Hop. Donc voilà. Donc comme je disais, l'interface graphique, elle est très pratique, moi je trouve, hein, quand on démarre en fait, C'est bon. quand on démarre dans cette gestion des environnements. Ouais, c'est bon. Quand on démarre dans cette gestion des environnements et de Python, par contre, comme je disais, c'est quand même assez lourd, c'est lent, et donc assez rapidement, on est quand même tenté à revenir un petit peu à la ligne de commande, et notamment en utilisant un petit peu un équivalent de Pipe qui est un gestionnaire de paquets qui s'appelle Conda, et qui est très pratique. Enfin, vous allez voir que à partir de Conda, c'est très facile de pouvoir aussi également gérer ces environnements. On va le faire là sur un exemple. Donc j'ai simplement lancé un terminal. Je ne sais pas si vous le voyez.
Oui, c'est bon, je vois ton terminal. Et à partir de ce terminal, bah, là, par exemple, je vais simplement lister les environnements. On va faire un petit exemple. Je vais lister les environnements voilà, qui sont disponibles, que j'ai créés. Donc, il y a l'environnement de base, Astronomical Data, Astronomy, Specutives. Donc, on retrouve ce qu'on voyait dans le navigateur Anaconda. Et puis, bah, je vais en créer un nouveau. On va appeler Toto, par exemple. Donc, create name Toto. Voilà, il va travailler un petit peu, normalement pas longtemps. Normalement pas longtemps. Ok, donc évidemment, je dois avoir une erreur. Je vais refaire la liste de mes environnements pour voir si on l'a créé. Tu ne l'as pas créé. Bien. Oui, ok. Alors évidemment, il ne faut pas se tromper dans les syntaxes. Je dis oui, je crée cet environnement, voilà. Donc là, normalement, il me l'a créé. Donc je refais une liste de mes environnements. Et effectivement, il m'a rajouté l'environnement Toto a été créé et ajouté aux autres. Donc pour rentrer dans cet environnement, je vais l'activer en fait. Donc Conda, voilà, les commandes commencent toutes par Conda. Donc vous faites Conda activate Toto. Donc vous voyez ici, le petit préfixe a changé. On est passé de base à Toto, ce qui vous indique qu'effectivement on a changé d'environnement. Et puis à partir de là, ben, on peut installer assez facilement des modules. Par exemple, je peux installer le module graphique Matplotlib. Donc il va me télécharger Matplotlib. Donc en fait, il liste tous les modules associés à Matplotlib dont il a, enfin les nouveaux paquets dont il a besoin pour pouvoir faire tourner Matplotlib. Il vous demande si vous voulez vraiment comment le faire. Okay. Alors là, je vais peut-être, je ne sais pas si on va aller au bout. Normalement, c'est assez rapide. OK. Et puis, ce que je vais faire, par exemple, je vais lister les modules. Une fois que vous êtes dans l'environnement Toto, vous pouvez lister en fait les différents modules qui sont présents dans cet environnement. Vous faites simplement conda list. Voilà, il va vous lister en fait les différents modules qui ont été installés et vous pouvez vérifier que, par exemple, effectivement, Matplotlib a bien été installé et voilà, il vous donne la version qui a été installée. Si vous voulez installer une version en particulier, vous faites comme ce qu'a montré Mathieu, et comme ce qui est indiqué là dans le tableau, qu'on installe AstroPy égale 4.2, il va vous installer la version 4.2, c'est à 3.9, il va vous installer la 3.9. Voilà, et à partir de là, vous pouvez facilement, je ne vais pas tout faire, mais gérer vos différents modules, remove pour supprimer un module. Très important aussi, vous pouvez faire l'équivalent créer un fichier requirements.txt. Donc il y a un fichier qui va lister, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, c'est un fichier qui va lister en fait l'ensemble des modules qui sont installés dans votre environnement avec les versions associées. Et à partir de ce fichier-là, vous pouvez effectivement le communiquer à des collègues pour qu'ils installent le même environnement et les mêmes modules que vous, pour pas qu'il y ait de conflit, pour faire tourner un script. Et à partir de ce fichier requirements, vous pouvez générer, générer un environnement voilà, avec les bons modules. Et voilà, donc à partir de commandes très simples, en fait, on arrive quand même à gérer ces environnements avec Conda, oui, voilà, de manière simple et légère, et en tout cas plus légère qu'avec l'interface graphique
Moi, aujourd'hui, je procède quasiment uniquement par ces commandes-là. C'est quand même plus simple. L'interface graphique, ça vous permet de bien vous familiariser un peu avec ce type d'environnement. Et puis après, quand vraiment vous voulez rentrer dans le vif du sujet, ces quelques commandes-là suffisent et ça marche bien. Donc voilà, moi c'était juste la petite parenthèse que je voulais ouvrir et que je referme là sur Anaconda. Je te repasse la parole, Mathieu, pour la suite. Pardon, je réactivais mon micro. OK, donc je repars sur le PowerPoint et hop. Merci Vincent. Donc, dites-moi, normalement, vous devriez voir la slide en grand écran. Oui, c'est le cas, c'est bon. OK, super. Eh bien, on est reparti. Donc, partie numéro 3. Alors, création d'un script. On va un petit peu dérouler quelques concepts dont on va avoir besoin aujourd'hui et qui vont justement essayer du moins d'illustrer l'intérêt et la performance de Python normalement. Alors, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, la dernière fois, donc on avait vu Jupyter, alors sous forme de collab. On verra un tout petit peu Jupyter aujourd'hui, mais donc, le collab, c'est un petit Jupyter, enfin un Jupyter en ligne. Et aujourd'hui, on va voir Spider. On va essayer de manipuler un peu Spider et puis on partira à la fin sur Visual Studio Code, qui est un des éditeurs aujourd'hui qui est très utilisé aussi en Python. Les deux les plus utilisés, c'est Visual Code Studio qui est un utilisateur de Microsoft. Et PyCharm, mais PyCharm est quand même un petit peu plus lourd et utilisé surtout pour des projets, on va dire, d'envergure, pour des grosses applications. Et donc, nous, ces deux utilisateurs-là sont relativement quand même plus légers et plus intéressants pour nous au quotidien pour la gestion des scripts. Alors, ce dont on va avoir besoin aujourd'hui et qui est courant dans la programmation, c'est ce qu'on va appeler des fonctions. Et une fonction, c'est quoi? Eh bien, ça va être un morceau de code, un morceau de script qu'on va encapsuler et qu'on va pouvoir réutiliser autant qu'on peut et dès qu'on en a besoin surtout. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, dans notre script, on va définir avec le mot-clé def un nom de fonction, donc def get carré, par exemple, pour faire une fonction qui me retourne le carré d'un nombre. Je lui passe un paramètre, d'accord? Alors, un paramètre ou argument selon le moment où on utilise, en fait, théoriquement, quand la valeur qui est passée, on va appeler ça un argument au moment où c'est passé, et puis la variable dans laquelle on va enregistrer cette valeur-là, c'est un paramètre. Bon, dans tous les cas, ici, on va avoir un paramètre x, d'accord? Donc l'entier que je vais vouloir porter au carré, donc que je vais utiliser pendant mon script. Dans la fonction, je vais mettre dans une variable résulte, donc x fois x, et puis je vais retourner un résultat. L'intérêt, c'est quoi? C'est que quand moi, dans mon script, je vais appeler ça, get carré, il va me retourner le résultat et je vais pouvoir réutiliser ça autant que je veux avec seulement ces 3 lignes de code-là et je ne vais pas avoir à réécrire à chaque fois 3 lignes et si je veux le refaire ailleurs, 3 lignes, etc. D'accord? Donc, on va un peu factoriser le code. On pousse un peu plus loin. On va pouvoir passer en paramètres notamment des choses intéressantes et avoir certains comportements qui seront intéressants pour nous. Par exemple, ici, donc j'ai toujours le mot-clé def. Alors, pour savoir qu'on est dans une fonction, on va avoir, vous voyez, une indentation. On va avoir un décalage. C'est propre à Python. Hein, ceux qui ont manipulé un peu de Python, du coup, vous connaissez. Et c'est ça qui va nous permettre de dire qu'on est dedans. Même chose, si on a une condition, si, donc if args ici, hop, je rentre dedans, j'ai un décalage, une indentation. Donc, j'ai ma fonction def, ma fonction. Je vais avoir un paramètre ici que je vais appeler paramètre obligatoire. Je vais avoir un autre paramètre qui s'appelle étoile args et étoile quarks. En fait, le premier, ça va être un paramètre au même titre que x ici. L'étoile args, ça va être autant de paramètres que je vais en avoir en entrée. On va voir un peu plus loin. Et puis, étoile quarks, ça va être autant de paramètres en entrée aussi, mais quand il s'agit de listes. À l'intérieur de ma fonction, la bonne pratique, c'est d'aller mettre une documentation pour que quelqu'un qui regarde votre code puisse avoir l'information de ce que fait votre fonction. Et puis, on va pouvoir aussi, au moment où on va utiliser le script, afficher cette fonction-là, cette documentation, pardon, ce qu'on appelle une docstring, assez facilement, avec justement ça, ma fonction point underscore underscore doc underscore underscore. Donc, je n'ai pas mis la sortie, mais ça, si je fais ça dans mon script, ça va me sortir la documentation et donc n'importe qui l'utilise peut avoir l'explication de ce qu'elle fait.
Pour illustrer un petit peu ces paramètres-là, j'ai mis donc à l'intérieur. Donc, si jamais c'est appelé, vous voyez ici, j'ai ma fonction et puis en bas, je l'appelle. Donc, j'appelle ma fonction paramètre. Je mets le premier qui s'appelle Python, le deuxième 4, le troisième science. Et puis, en fait, les deux, le 4 et science, ça fait partie des étoiles quarks. C'est-à-dire que autant il y a de paramètres et autant je vais pouvoir boucler dessus, je vais pouvoir itérer et tous les afficher. Donc, c'est ce que j'ai fait à l'intérieur. J'ai fait print argument obligatoire. Donc là, je vais afficher celui-là. C'est-à-dire que ma fonction doit obligatoirement avoir ce paramètre quand elle va être appelée. Donc, le Python ici. Ensuite, je vérifie s'il y a args qui existe, donc if args. Et pour chacune des valeurs, donc là, c'est comme ça qu'on va faire une boucle. Hein, pour ceux qui découvrent, c'est for val, je donne un petit nom, val, index, i, in args. Donc, pour chaque valeur dans args que je vais trouver, je vais itérer et je vais afficher la valeur. Okay, donc là, ici, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que je peux mettre autant d'arguments que je veux. Donc, ça peut être intéressant si on va avoir des fonctions qui sont un peu modulables. Et même chose pour les quarks ici, sauf que les quarks, c'est si jamais je passe une liste, d'accord, et en fait, là, j'ai mis qu'un élément dans ma liste, j'ai mis que mon option, qui s'appelle option, mais même chose, plus je vais en avoir et plus je vais pouvoir itérer dessus. Donc là, j'ai mis une clé et une valeur, et puis sur quarks.item, donc sur chaque élément de quarks, eh ben, je vais itérer et afficher l'item et puis la valeur, avec un séparateur voilà, qu'on retrouve ici. D'accord, donc ça, c'est les petites choses qu'on va pouvoir utiliser au besoin et passer donc des paramètres dès qu'on va vouloir un petit peu configurer notre fonction de manière intéressante. L'autre élément intéressant avec ces fonctions-là, c'est qu'on va pouvoir justement les mettre de côté, factoriser et les réutiliser. C'est ce qu'on appelle donc des modules, où par exemple, je refais une méthode, donc def getCarré, qui me retourne le carré. Je fais une autre méthode qui s'appelle getCube, qui me retourne le cube. Je fais une autre méthode qui me retourne la racine carrée. Et puis, au début, j'importe le module math parce que ici, je l'utilise pour justement qu'il me calcule la racine carrée et qui me retourne la valeur. Donc, en fait, j'aurais très bien pu l'utiliser directement, mais on va dire pour l'exemple. Une fois que j'ai ça, en fait, je mets ça dans un fichier, toutes mes fonctions. Je l'appelle mymodule.py et lorsque je suis dans un autre script, donc dans le Jupyter Notebook de la dernière fois, par exemple dans notre collab, eh bien, je fais import mymodule, qui est un fichier à part, au même endroit dans le dossier, et à partir de là, je peux l'utiliser. C'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser ces fonctions-là. Donc, dans une variable carré, je vais enregistrer le retour de la fonction, parce que j'ai return ici, et je vais appeler mymodule.py, donc mymodule.getCarré, et je lui passe un entier 5. Donc là, il va m'enregistrer le carré dans ma variable carré. Donc ça, c'est un petit peu, c'est ce qu'on utilise, hein, c'est ce qu'on a utilisé dans Colab avec AstroPy, etc. Et puis les différents modules qui ont des fonctions qui sont prédéfinies, qui sont réutilisables. Et surtout, je vais pouvoir, comme ça, factoriser mon code, l'encapsuler et le réutiliser au besoin. Alors, j'ai souligné ici les deux variables pour préciser une chose, c'est que vous voyez ici, ma variable a le même nom. En fait, c'est simplement pour illustrer la portée des variables. On va avoir parfois des variables locales, dites locales, qui en fait n'auront d'existence que de portée ou d'existence que dans la fonction qui est ici. Ce qui me permet de leur donner le même nom, puisque en fait, elles vont, une fois que je sors de la fonction, la variable n'a plus, théoriquement, elle peut être nettoyée par le garbage collector, c'est-à-dire qu'elle n'est plus utilisée et donc on peut l'effacer. Si j'ai une variable qui est en dehors de ces fonctions-là, on va dire que la variable est dite globale et donc elle sera accessible dans la totalité du fichier. Donc on va avoir une différence de portée comme ça et ça va nous permettre de les appeler aussi différemment. Donc ça c'est intéressant et puis on va essayer aujourd'hui de voir comment d'en faire un et puis de voir comment on peut l'utiliser nous après derrière tout ça. On peut encore pousser un petit peu les curseurs et finalement ce module-là, je vais en faire plusieurs. Alors là, j'ai fait un module pour des petites opérations de mathématiques. Je peux faire un module pour la spectro, un module pour l'astro, pour la photométrie, etc. Et donc me faire un ensemble de modules comme ça. Je mets tout ça dans un dossier. Je rajoute un petit fichier init.py qui est nécessaire pour l'organisation de tout ça. Et en fait, ce package ici, c'est les packages qu'on utilise notamment quand on fait un pipe install AstroPy, par exemple, où on en a un certain nombre, donc la gestion des feeds, spec utile, même chose, on en a un certain nombre de modules à l'intérieur. Et donc, tout ça,
ce sont des packages, et en fait, un package rassemble un certain nombre de modules. Donc, à partir du moment où on sait faire un module, on va être en capacité de faire aussi un package et de le déposer, nous également, sur PyPy. Et puis, si demain, je crée un module et que je souhaite vous le partager, je peux le mettre sur PyPy, mais vous pouvez le télécharger avec un pipe, tout simplement. Donc, ça, c'est assez intéressant pour nous. Autre élément intéressant ou important pour nous sur la création du code, ça va être d'essayer de faire du code de qualité, du moins du code qui soit facilement lisible par tout le monde, dans lequel on évite d'avoir des crashs, des grosses erreurs ou des choses comme ça, et puis autant que possible le commenter pour expliquer ce qu'on va faire dans notre script. Donc, je repars d'un exemple où là, je vais dans une variable, dans un script quelconque. Donc là, je suis dans mon éditeur, d'accord, Visual Code Studio, et puis je fais A égale 5 divisé par 0. Évidemment, ça ne fonctionne pas parce que là, je vais vouloir faire une division par 0. Après, j'ai mis une autre instruction print script OK. Et quand j'exécute ça dans mon terminal, ici, je me positionne dans le terminal ou l'invite de commande, il va me générer une erreur. D'accord, il va me dire, voilà, traceback, etc. 0 division et erreur, ce n'est pas possible. Et là, ça va s'arrêter. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir l'exécution de la suite du script. En fait, ce qu'il affiche, c'est la pile d'exécution du code où il remonte jusqu'à trouver la dernière exécution la plus proche de l'erreur. Et quand vous avez une erreur Python, généralement, il y a différents éléments qui nous donnent des informations pour savoir où est-ce qu'on s'est planté, et notamment la ligne du code, la ligne du script à laquelle il y a une erreur et là où ça n'a pas fonctionné. Et puis, quand il est sympa, il vous donne quelques informations en disant, là, tu as essayé de faire une division par 0 et ça, je ne sais pas faire ou je n'ai pas envie de le faire. Alors, ce qu'on va faire pour éviter ça, c'est qu'on va essayer d'encapsuler ça dans ce qu'on appelle des exceptions, de gérer les exceptions. Et on les a vus dans le collab, dans l'atelier 1, quand on essaie d'ouvrir un fichier. Et c'est notamment ce qu'on fait quand on a des échanges réseau, quand on essaie d'ouvrir un fichier, quand on a un code qui est susceptible de lever une erreur. Quand je veux ouvrir un fichier que finalement l'utilisateur ne me donne pas de fichier, je vais lever une exception. Comment on fait ça? En fait, mon code, je vais l'encapsuler avec un try except. Donc, try, en gros, essaye de faire ce code-là. Et si jamais, on va dire, si on met ça dans une fonction, etc., si jamais, éventuellement, il y a une erreur, une division par 0, tu lèves une exception et tu l'attrapes, surtout pour pas que ça remonte la pile d'exécution, parce que là, ici, ça crache, c'est-à-dire que mon script s'arrête. Alors que là, avec une exception, je vais être en capacité d'attraper, on va dire, l'erreur, d'afficher un petit message et puis de poursuivre mon script. Donc, c'est ce qui se passe ici. J'ai bien mon exception qui est levée, qui me dit non, la division par 0, ce n'est pas possible. Et puis, je poursuis. L'utilisateur est prévenu qu'il a fait quelque chose qui ne va pas et puis je vais pouvoir quand même exécuter le reste. Donc, ça peut être intéressant. En tout cas, c'est intéressant dans nos programmes parce qu'on n'a pas envie que ça crache et que l'utilisateur n'ait plus envie d'utiliser notre application et ne revienne plus. On peut pousser encore un petit peu plus loin avec, on va dire, l'exemple le plus complet, où on va faire un try en disant « essaye de faire ce code-là ». Except, donc je peux, en fonction de l'erreur, capturer les différentes exceptions, que ce soit une division par 0, que ce soit find not found error. Il y en a un certain nombre d'exceptions dites natives. Je vous ai mis le lien ici où vous trouverez toutes les exceptions qu'on peut gérer de manière native, mais on peut aussi créer nos propres exceptions. L'except ici, donc, c'est pour gérer l'erreur potentielle. Ça se trouve, on ne fera jamais de division par 0 si l'utilisateur ne met pas 0. Et si tout s'est bien passé, si tout s'est bien passé au try et que je ne suis pas rentré dans l'except, je peux aussi prévoir du code. Et peu importe ce qui se passe, s'il y a eu une exception de levée ou pas, je peux également prévoir quelque chose en mettant un message et dire bon, non, là, désolé, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, on va pouvoir comme ça un peu gérer toutes les situations. Autre petit mot sur ce qu'on appelle les PEP, donc Python Extension Proposal. Ce sont je vais grossir un peu le trait, mais des bonnes pratiques qui sont préconisées pour avoir un code lisible, une homogénéisation du code, des bonnes pratiques, des bonnes lisibilités, etc. Et j'ai pris un exemple, par exemple, la PEP 08, donc il y en a un certain nombre, même chose, ce n'est pas exhaustif ici, j'ai mis le lien pour vous les préciser plus loin si vous voulez regarder. Et par exemple, dans la PEP 8, alors là, ici, j'ai mis les points d'interrogation parce que c'est un petit débat
il préconise plutôt 4 espaces à la place d'une indentation. Donc, vous savez, quand on passe un bloc ici, hop, on a une indentation. C'est ce qui permet à Python de savoir quels sont les blocs d'exécution. Alors, moi, je suis plutôt friand des indentations parce que c'est rapide et puis il n'y a qu'une touche à appuyer. On va dire ça comme ça. Et eux, ils préconisent plutôt 4 espaces. Donc, ça, j'ai envie de dire, c'est au choix. Par contre, ce qui est important, c'est que quand vous commencez un script avec une façon de faire, il faut essayer de garder cette façon pour ne pas avoir des décalages et que les blocs soient bien précisés. Il préconise en début de script de faire les imports, une ligne par import, 79 caractères maximum par ligne. 79, je pense que ça retourne à la ligne quand même, mais 79, c'est quand même pas mal. Un espace entre chaque élément. Donc voilà, tout ça, ça permet de donner une sorte de bonne pratique et surtout d'homogénéité du code pour que demain, n'importe qui fasse du Python prenne votre script et soit en capacité de se retrouver facilement et de visualiser facilement le code qu'il visualise. Voilà, donc ça nous donne quelques éléments. Maintenant, on va pouvoir aller voir justement comment coder un petit peu tout ça. Et je vais quitter le PowerPoint et passer sur Spider. Alors, je vais vous partager mon écran entier. Ça doit être ça. Vous me direz si ça marche bien. Pour l'instant, je vois du noir. Et là, je vois tout ton écran Google. OK, ça va venir. Voilà, et puis Workshop 2, Spider. Et voilà, Spider. Okay. D'accord. Donc là, il y a une console devant et puis Spider. Très bien. Donc là, je bascule sur, on va dire, une création de script et je repars un petit peu du collab qu'on a utilisé la première fois. Ce que je fais, donc j'ouvre un terminal. Donc une invite de commande, c'est pareil. Je me positionne dans un dossier workshop 2, donc que je mettrai à disposition à la fin de l'atelier. Hein, on vous partagera le code. Et puis, j'ai créé un environnement, comme on a vu tout à l'heure, qui s'appelle WS2env. Je le lance, donc je l'active, je fais source WS2env bin activate, et je me retrouve dedans. Donc, je vois ici que j'ai les parenthèses WS2env. Et en fait, j'ai lancé Spider, parce qu'à partir de là, en fait, ce que fait aussi Anaconda, c'est que quand vous créez un environnement, vous avez un petit bouton sur Spider qui vous marquez install. Et une fois que c'est installé, il installe l'environnement et vous pouvez le lancer. Donc, j'ai fait la même chose ici en ligne de commande. Je l'ai lancé un petit peu avant parce que c'est un peu lourd et je pense qu'avec là, les échanges réseau, etc., il met encore un peu plus de temps. Donc, je le lance et je me retrouve sur mon éditeur de code. D'accord ? À partir de là, j'ai une fenêtre composée avec différents éléments. J'ai mon explorateur de fichiers ici. J'ai différents onglets qui vont être assez intéressants et me donner des informations sur mon script ici. Et j'ai une console qui est une console IPython, hein, une console Python classique. Et donc, si je tape ls-magic, je dois avoir donc les commandes magiques qui s'affichent, comme on l'a vu dans l'exemple 1. J'ai repris le code du collab qu'on a fait et je l'ai copié-collé ici. D'accord ? J'ai simplement fait ça. Alors, j'ai rajouté un petit peu de texte pour dire ce qu'on va voir. Mais vous voyez, j'ai mis le file path avec le fichier qu'on va ouvrir. Je l'ouvre, etc. Et puis, j'ai repris ce qu'on a fait avec specutils et matplotlib. Et je fais un plt.show. OK ? Donc, à partir de là, j'ai différents éléments qui sont intéressants. Déjà, il y a des petits warnings ici qui me disent c'est de l'analyse de code. Et donc, ça, il va me préciser les erreurs et des warnings. Notamment ici, il me dit là, il y a un import qui n'est pas utilisé. Donc, ça ne sert à rien de le mettre, c'est du code pour rien. Donc, on peut l'effacer. D'accord ? Donc, je vais avoir des petites informations comme ça. Je vais avoir le petit play ici qui va me permettre d'exécuter le script. Donc, si je le lance, voilà, il exécute. Donc, j'ai mis le print pour le header, donc il me l'affiche à l'intérieur. Et je vais avoir, ça c'est assez intéressant, c'est un explorateur de variables. C'est-à-dire que toutes les variables dans lesquelles je vais enregistrer de la valeur, il va me les afficher ici et je vais pouvoir aller regarder les valeurs à l'intérieur. Ici, par exemple, dans Data, j'ai les valeurs de mon fichier fields que j'ai ouvert et donc je peux aller les visualiser et voir la totalité. Et c'est assez intéressant parce que ça permet de savoir si, par exemple, j'ai une mauvaise valeur que je suis en train de traiter, ça crache, il y a une erreur, je ne comprends pas pourquoi. Je peux aller vérifier mes variables et ça, c'est assez intéressant. Ici, j'ai le title, d'accord, du fichier que j'affiche, même chose. Donc, c'est le même fichier que la dernière fois, hein, de Playon que j'ai repris. Et puis, je vais avoir également les sorties. Donc, comme ici, je génère avec plt.show, d'accord, je génère ici un graphique, et bien, je vais avoir dans l'onglet graph les graphiques
que j'ai généré. Et donc, sur un éditeur entier, je vais retrouver la totalité des choses qui m'intéressent, les sorties, la console et le code que je peux manipuler en même temps. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, vous avez dans affichage, vous allez pouvoir avoir différentes dispositions. Ici, par exemple, alors moi j'en ai fait une où j'affiche tout, mais vous pouvez les préciser. Par exemple, vous avez ceux qui sont assez utilisateurs de MATLAB, vous pouvez mettre une configuration qui correspond à MATLAB et normalement retrouver ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Je remets celle que j'avais mis. Hop. Alors, il m'affiche un peu tout. Voilà. Clac. Voilà. Donc, hop, ça c'est la console interne. Je cache ici. Je cache là. OK. À partir de là, j'ai mon code donc, qui est assez, qui fonctionne. J'ai la gestion des erreurs qui est marquée là. Je peux également mettre des points d'arrêt. Ça, c'est aussi intéressant. C'est que je peux mettre un point d'arrêt ici. D'accord? Je clique là aussi. Et en fait, en lançant le débugger, ici, je vais débugger, il va me lancer, clac, voilà, et il s'arrête là où j'ai mis le point d'arrêt. Je peux continuer ici en mettant, comme il l'indique, en fait, il me dit point d'exclamation continue pour continuer. D'accord? Donc à ce moment-là, je peux aller voir mes variables, etc. Donc, pour l'instant, j'en ai pas. Il s'est arrêté. Et puis, je peux aller à l'étape suivante. D'accord? Continuer, continuer, etc. Alors, il y a le même icône, là, il me met la barre, mais il y a le même icône ici dans la barre de menu que continuer pour suivre l'exécution. Donc ça, c'est intéressant parce que quand il y a un problème, quand il y a un crash et qu'on ne comprend pas, sur un petit script, c'est assez rapide à trouver, mais quand on a un grand script avec beaucoup d'appels de fonctions, de méthodes, eh bien, ça peut être intéressant d'avoir des points d'arrêt et de vérifier pas à pas que tout se passe bien. Autre chose qui est intéressante, je passe rapidement, c'est qu'on va avoir des fonctions et alors moi je fais commande I sur Mac, mais sur Windows, ça va être Windows I pareil, je fais commande I et ici, il va m'afficher, donc vous voyez, j'ai souligné Open et j'ai fait commande I et il m'affiche la documentation de la méthode ou de la fonction, pardon, directement ici. Ce qui me permet, au lieu d'aller sur le navigateur Internet et d'aller chercher comment ça fonctionne, etc., je retrouve toute l'API, toute la documentation ici avec ce que ça prend comme paramètre, ce que ça peut faire comme fonction, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant. À partir de là, je dis, bon, déjà, je vais pouvoir nettoyer mon fichier. Je vais peut-être pouvoir en faire des fonctions parce que je vois bien assez rapidement que j'ai ici un bloc qui permet de préparer le spectre et puis un bloc qui me permet d'afficher le spectre. Donc, c'est ce que j'ai fait dans un autre fichier, d'accord, ici, et donc j'ai repris le même code exactement, sauf que j'ai fait une indentation, je l'ai décalé d'un cran, j'ai rajouté, alors je ne sais plus si on l'avait ici, non, j'ai rajouté un try except, d'accord, pour dire si jamais il n'y a pas de fichier, ce serait bien de mettre un petit message. Et j'ai appelé ça avec un nom de fonction, donc def prépare spec1d, qui prend en paramètre le fichier, le chemin vers le fichier que je veux afficher. D'accord ? J'ai enlevé les imports. Alors, il en reste un, mais je l'ai gardé puisqu'on va l'utiliser après. Donc, ça nettoie un petit peu déjà les choses. Alors, je descends sur le code, mais je sais que ce n'est pas toujours facile à suivre quand on lit du code. Si jamais je vais trop vite dans les manipulations, vous n'hésitez pas à me dire. J'ai créé une autre fonction qui me permet de préparer une région spectrale. Donc, comme on avait vu, je démarre un début, une fin. Et puis, j'ai fait une fonction qui m'affiche un graphique. Un graphe donc, qui prend en paramètre un spec1d que j'ai préparé précédemment et un header. Parce que dans ma fonction de préparation ici spec1d, j'ai retourné deux choses, le spectrum 1D qu'on a préparé et le header. Donc, à chaque fois, comme ça, je vais pouvoir utiliser et puis peu importe quel fichier, j'aurai les deux morceaux qui m'intéressent. À la fin de la fonction, je fais tout simplement un plt.show, je ne retourne rien. En bas de mon script, j'ai encore quelque chose de nouveau qui est assez intéressant aussi, c'est le scope, la vérification du scope, qu'on peut dire. C'est que je vais vérifier si le name est égal au main. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ce name ici, là, c'est ce qu'on appelle le scope. C'est une variable qui est créée par Python à chaque fois, dès qu'on exécute un script. Et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle le scope, c'est-à-dire le nom du script, du module dans lequel on est et qui s'exécute. Si par exemple, vous exécutez un module, par exemple AstroPy, et que vous vérifiez la valeur de cette variable-là, donc en faisant print name, ça va marquer AstroPy. Si jamais vous êtes dans votre script principal,
ça aura la valeur de main. Et donc, ça permet de vérifier qu'on est dans le script principal. Et si c'est le cas, eh bien, je fais un certain nombre de manipulations. Donc, c'est ce que je fais ici à la fin. J'ai mis toutes mes fonctions en haut, toutes mes méthodes, les fonctions, pardon. Je vérifie la valeur du scope ici, simplement pour regarder. Et puis, je vais faire une variable file spec, donc le chemin vers mon fichier. Dans chacun des dossiers que vous retrouverez, j'ai mis un dossier data avec le fichier fils qu'on manipule. Je crée un spectre à partir de la fonction que j'ai fait. Donc, la fonction, ça s'appelle prépare spec 1D. Je lui passe le chemin. Et donc, ça me retourne deux choses, le spec 1D et le header. À partir de ça, j'ai les valeurs qui m'intéressent. J'utilise la fonction show spec 1D, mySpectrum et myHeader, que j'ai créé juste avant. Et puis, j'appelle la fonction. Alors, c'est la même chose ici, sauf que j'ai un peu condensé. Et vous voyez, c'est-à-dire qu'on va faire tout d'un coup. C'est-à-dire que là, je fais show spec 1D et en paramètre, comme j'ai besoin d'un spec 1D préparé, eh bien, je vais lui passer la méthode que j'ai appelée prépare spec 1D qui prend elle-même le fichier plus les valeurs de ma région spectrale. C'est-à-dire que je fais la même chose que précédemment, mais tout d'un coup. Ça, c'est une de force. Alors, c'est en progrès de manière générale, mais avec Python, ça marche bien aussi. Je le lance. Voilà, il m'a généré mon plot, d'accord, mon graphe ici. Donc, vous voyez le scope ici, il m'affiche bien que c'est dans main. On verra tout à l'heure avec d'autres choses, ça n'affichera pas main. Donc là, j'ai mes graphes qui s'affichent également ici avec la région spectrale que j'ai choisie et que j'ai mis dans une fonction. OK. On continue encore un petit peu plus loin. C'est sympa. On peut peut-être encore utiliser d'autres choses. J'ai refait un autre fichier et là, j'ai factorisé encore plus. C'est-à-dire que j'ai mis d'autres fonctions théoriquement, notamment une qui m'affiche un graphe, mais cette fois-ci avec Plotly, qu'on a utilisé dans le premier atelier Colab, donc super. J'ai fait une fonction qui m'affiche le continuum, qu'on a utilisé aussi dans le Colab, donc j'ai repris le même code, je l'ai mis simplement en fonction. J'ai fait la même fonction pour normaliser, donc c'est la même qui affiche, mais cette fois-ci on divise. Et puis dans mon main, j'ai rajouté encore quelque chose, c'est que lorsqu'on lance un fichier de script dans le terminal, alors que ce soit ici, dans une commande IPython ou dans le terminal, on peut lancer le script avec Python main.py, d'accord, le nom de mon fichier, et un peu plus loin, je peux mettre un paramètre. Je peux mettre également une valeur que mon script va être en capacité de gérer. Et donc, c'est ce que je fais là. C'est pour ça qu'on avait besoin de l'import de 6. C'est que je vais vérifier que 6.argv, c'est-à-dire est-ce que dans ma console, lorsque j'ai lancé le script, j'ai mis un paramètre supplémentaire. Si c'est le cas, si j'en ai plus qu'un, parce que le premier, en fait, c'est le nom du fichier qui s'affiche. Dans ce cas-là, je vais récupérer sa valeur. Si ce n'est pas le cas, j'affiche un petit nom supplémentaire. Donc là, je fais la même chose que tout à l'heure, j'ai simplement plus de méthodes en plus. Et pour lancer ça à partir de Spider, vous pouvez aller dans Exécution. Alors, il va me mettre une petite pop-up. Voilà. Configuration par fichier. Et ici, vous avez option ligne de commande. Et là, vous pouvez mettre, alors c'est la même chose que dans le terminal, vous pouvez mettre la valeur supplémentaire et puis l'exécuter. Alors, j'espère que je n'ai pas modifié. Voilà. Donc là, il me prend bien mon fichier. Donc, vous voyez ici, il m'exécute le fichier. Il me met l'argument, donc le paramètre supplémentaire, et j'ai bien mon nom de chemin vers le fichier. Et puis, il m'exécute tout et il me met tout dans les sorties qui vont bien, quoi. Donc, l'autre fonctionnalité, c'est de le mettre sur le terminal. C'est ici, hop, je fais Python 3, hop, main, et puis je mets mon nom de chemin derrière. D'accord ? C'est la même chose. OK. Bon, c'est sympa. Mon script commence à être un petit peu dense quand même. On pousse encore un peu les curseurs. On dit, bon, OK, on a des fonctions. Peut-être qu'on peut encapsuler ça dans un module. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé un autre fichier que j'ai appelé BE-Tools parce qu'on était parti sur un petit peu les visual BE là, sur le premier collab. Et donc, je me dis, tiens, je vais me faire un petit module dans lequel j'ai mis les mêmes fonctions, d'accord, que j'ai préparées dans mon script précédent. Je lui mets un docstring. Donc, pour chaque fonction, la bonne pratique, c'est d'avoir un docstring qui explique ce que fait la fonction, les paramètres avec leur type, d'accord, ce que c'est, donc là, file path, donc je lui mets le nom et puis le type, donc c'est une string, une chaîne de caractères, et les retours que j'ai comme valeur. J'ai fait un certain nombre de fonctions comme ça, qui c'est le même que précédemment, qu'on va pouvoir utiliser pendant tout notre atelier, et puis vous le retrouverez à disposition. Alors, il n'est pas totalement optimisé, vous pourrez le faire évoluer et l'améliorer. Et alors, chose intéressante, c'est que ici, vous voyez, j'ai remis le scope, c'est que si j'utilise ce module-là dans
un autre script, il va m'afficher BETools, le nom de mon fichier. Et comme on a cette valeur ici de name, on va pouvoir également l'utiliser. Et ce module, on va pouvoir l'importer dans notre script, mais on peut aussi l'utiliser de manière à part entière, puisque de toute façon, c'est un fichier de script avec les fonctions qu'on avait avant. Et donc, je peux rajouter le if name égale main et récupérer le fonctionnement de mes fonctions et puis le lancer à partir d'une console, etc. Si je l'importe, ça, ce ne sera pas exécuté parce que ça ne vaudra pas main. Et si je ne l'importe pas et que je l'utilise en direct, ça vaudra main, donc je peux l'utiliser comme ça. Bon, nous, on va l'utiliser en module. Et donc, j'ai recréé un fichier dans lequel il n'y a plus rien quasiment. Mon module, d'accord, on va pouvoir importer notre module BETool, ça c'est plutôt sympa. Et puis un import de 6 parce que j'ai toujours mes arguments que je peux utiliser au démarrage. Et donc là, j'ai plus rien dans le cœur après. J'ai mon main qui va me permettre d'exécuter les fonctions, de les appeler. Et la seule chose que je vais faire, c'est que je vais appeler le module point prépare, specindé, etc. Point mes fonctions, en fait, puisque le fait d'importer ici, je vais pouvoir les appeler derrière automatiquement. Donc là, si je le lance, il faut aussi que je configure par fichier. Je ne suis pas sûr que je l'ai fait. Ouais, c'est ça. OK, la chance. Donc si je l'exécute, hop, il me ressort les mêmes choses. Et donc j'ai bien mes graphes qui seraient affichés, etc. Donc petit à petit, voilà, on peut partir de ce qu'on a fait de l'atelier 1 et puis passer sur autre chose. OK. Je rebascule sur le PowerPoint. Hop. J'arrête de partager ça. Alors, attends, ouais, Mathieu, juste, il y a une question de Valérie, là, un petit moment, qui posait la question, comment fait-on sur Spider pour voir aussi les variables dans un module appelé? Et donc, pas uniquement dans le module courant, mais dans un module appelé. Bonne question. Bonne question. Je n'ai pas souvenir de l'avoir fait via Spider. Je regarderai. Ouais, là, comme ça, je ne sais pas. C'est une bonne question. Alors pour être même honnête, parce que moi je n'utilise pas forcément pas beaucoup de Spider au quotidien, j'utilise plus Visual Studio et autres. Ce que je fais très facilement et très rapidement, c'est que je fais un print en fait, un print ou un log et j'affiche dans ma console directement parce que je vais plus vite pour l'exécuter. Mais c'est une bonne question, je regarderai également. Ouais, je sais pas. Okay. Voilà, je sais pas. Hop, je rebascule sur le PowerPoint. OK. Je vais vous repartager. Comment on fait là. Donc, à partir de là, on va pouvoir passer à la suite. Ça doit être ça. Voilà. Donc, ça va charger. Voilà, il y a 4 applications de bureau. OK, merci. Donc là, on a vu, on est parti de notre script, on a fait un petit module et on va pouvoir l'utiliser pour d'autres choses. Mais avant de partir sur ce qui peut nous intéresser, un petit mot sur justement les applications graphiques. Et puis on va poursuivre après. Donc, pour les applications graphiques, j'en ai mis deux principalement. Alors, un qui est généralement utilisé quand on démarre. C'est un des premiers souvent par lequel on essaie, parce qu'on trouve pas mal de documentation dessus, c'est Tkinter, qui permet facilement et rapidement de créer une interface. Alors, c'est plus ou moins limité, c'est-à-dire qu'on peut quand même pousser sur l'interface et faire des choses complètes, mais à mon sens, il souffre un petit peu quand même de sa vieillesse. Je ne sais pas si on peut dire ça, je ne sais pas depuis quand il date, mais il souffre un petit peu au niveau graphique, d'accord, sur les éléments, je trouve, et le design est parfois un peu austère. Bon, je grossis le trait, hein, mais il est quand même très très facile à utiliser et on peut rapidement faire une application graphique avec ça. Comment ça va fonctionner? Alors, il est inclus à partir de Python 3.7 et on va avoir un gestionnaire d'événements qui va être en écoute de ce qui se passe sur l'interface graphique et qui va être en capacité donc de capter ce sur quoi on va cliquer, ce qu'on va manipuler et puis réagir en conséquence. Donc comme c'est un peu installé dans Python, je fais from Tkinter import étoile. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que j'ai mis, c'est-à-dire qu'on évitera quand même d'importer la totalité d'un module parce qu'on n'a pas besoin de tout. Et donc, de manière générale, les bonnes pratiques veulent qu'on importe seulement ce dont on a besoin. D'accord ? Donc voilà, j'importe tout pour l'exemple. Je crée une fenêtre, fen1 égale tk, donc c'est une instance de Tkinter.
que je récupère, que je vais pouvoir utiliser. Je vais faire un texte 1 donc, qui est un label, d'accord, donc c'est le type label, que je vais passer donc fenêtre 1 qui est la fenêtre que j'ai créée, le texte Hello World, et puis la couleur en fait du texte ici que je vais mettre en rouge avec une belle faute sur le world. Et à partir de ça, je vais pouvoir appliquer la méthode, la fonction .pack, qui va me positionner l'élément sur la fenêtre. Par exemple, ici, dans le pack à l'intérieur, je peux mettre side égale left pour le positionner à gauche, par exemple. Je vais pouvoir créer aussi un bouton, d'accord, du type donc button, qui va prendre en paramètre la fenêtre 1, toujours, le texte, et puis la commande, autrement dit, la fonction que je vais appeler lorsque je vais cliquer dessus. Ici, je fais un point destroy pour dire que je ferme ma fenêtre. Toujours le point pack pour le positionner et je démarre le gestionnaire d'événements. Autrement dit, je lance la boucle d'écoute ici, mon réceptionnaire d'événements. Et c'est ça qui va me permettre de lancer la fenêtre et puis de faire en sorte qu'elle va écouter ce qui se passe et puis fonctionner, quoi. Je ne vais pas plus loin sur Tkinter parce que je pense que quand on commence Python, on est souvent amené à l'utiliser et puis je pense qu'une bonne partie d'entre vous connaissent déjà un petit peu. Et je passe plutôt sur un autre package qui s'appelle PySide 2. Qui est une librairie graphique un peu plus avancée. Donc là, on fait quand même le grand écart. Hein. On passe d'une librairie qui peut permettre de faire des interfaces quand même très avancées, très sympa, mais avec Qt, on passe sur un mode de programmation, on va dire plutôt orienté objet, précisément ça même, et qui va nous permettre de faire des applications vraiment là très complexes visuellement et dans l'architecture elle-même. Alors, qu'est-ce que c'est PySide 2? C'est un binding de Qt. Donc, Qt, pour ceux qui connaissent le C, qui est une librairie qui permet de faire des applications, notamment des applications graphiques, hein, avec des interfaces avancées. Et donc, ça va nous permettre d'utiliser cette librairie-là, mais en Python. On connaît assez facilement et souvent PyQt. Et alors moi, pourquoi j'utilise PySide 2? Tout simplement, c'est la même chose, d'accord? Vraiment, il y a très très peu d'écart. Simplement parce que la licence est un peu plus étendue. C'est une licence LGPL et donc ça permet de faire notamment par exemple des projets commerciaux. Alors moi, j'ai aucune vocation à vendre mes scripts, mais voilà, c'est intéressant parfois d'avoir la licence la plus large possible. Et surtout, ce n'est pas trop bloquant parce que ici, si un jour je veux passer de PySide 2 à PyQt, eh ben, j'ai simplement les imports à changer. C'est-à-dire que le reste ici, ça ne va pas changer. Je vais simplement changer PySide 2 ici par PyQt ou PyQt 5 et ça fonctionnera pareil. D'accord? Quasiment. Il y a vraiment des tout petits changements. Et on va avoir aussi associé à ça un designer, un Qt Creator, qui va me permettre de créer des interfaces graphiques assez facilement en glissant, déposant des éléments, des widgets pour concevoir l'application. Pour installer ça, je fais pipe install PySide 2. Et comment ça va fonctionner? Eh bien, je vais avoir une classe, je vais revenir juste après, à l'intérieur de laquelle je vais avoir des fonctions. Et ces fonctions vont me permettre de donc, générer une application graphique. Et en fait, à la fin de mon script, vous voyez ici, j'ai app égale QApplication qui fait partie de PySide 2. Je génère une window qui est en fait une instance de ma classe main window et je fais un point chaud, d'accord? app.exec et en fait ça va m'afficher ma fenêtre. Alors là, on passe sur quelque chose, on monte un cran en termes de programmation et c'est vraiment si vous voulez pousser les curseurs, c'est pour ça que j'ai mis les deux, c'est-à-dire qu'on va aller voir plutôt des applications web un peu plus loin derrière et on verra pourquoi. Pour les parties graphiques, c'est si vraiment vous voulez pousser le trait sur la conception graphique, voilà, c'est intéressant de passer sur ce genre de choses, mais ça nécessite quand même de monter un cran sur la programmation. Pourquoi? Parce qu'on est sur de la programmation objet. Alors, qu'est-ce que c'est ces classes-là? C'est un peu trop court pour expliquer concrètement et en détail la programmation objet là, sur un petit atelier, un atelier de 2 heures ou du moins une introduction. Et en fait, pour caricaturer un petit peu les choses, c'est qu'une classe, parfois dans notre code, on va vouloir créer des moules pour générer ce qu'on appelle donc des objets, des instances. Par exemple, ma classe, ici, je prends l'exemple d'un moule pour faire des pâtés de sable, hein, d'accord, que je pense qu'on a déjà tous rencontré. Donc, dans mon éditeur, je vais créer une classe, d'accord, comme ça, classe main window. Et en fait, cette classe, je vais pouvoir l'appeler, ce qu'on va dire, c'est instancier, main window, et ça va me générer des objets, des instances de classe. D'accord. Et en gros, ici, donc, je vais générer autant d'objets que je veux. Et en fait, on n'aura jamais le même objet.
typiquement ici, il n'y aura jamais le même nombre de grains de sable. Alors, statistiquement, en tout cas, il y a peu de chances. Je pense que je ne prends pas trop de risques. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on va avoir plusieurs objets qui vont avoir leur propre vie, leur propre comportement et leur propre configuration. Mais avec un moule globalement identique qu'on va pouvoir configurer. Et donc, par exemple, ici, je peux faire window 2 égale main window, window 3 égale main window. Et sur ces windows-là, je vais pouvoir appliquer un certain nombre de méthodes, de fonctions, donc, pour configurer, par exemple, ajouter, supprimer des grains de sable, changer leur couleur, allonger le mur, etc. etc. D'accord? Donc, là, on va devoir passer sur ce type de programmation quand on veut pousser sur cette conception graphique avancée. Voilà, je ne m'étends pas plus, mais c'est intéressant après d'aller creuser sur ces aspects-là si vous voulez pousser sur ça. À partir de ça, on va pouvoir donc créer nos designs. Je vais montrer 2-3 exemples, mais on ne va pas trop s'étendre. Et par exemple, ici, je fais app égale QApplication, toujours, et je crée un label, donc un QLabel, que j'importe ici. Et puis, je lui passe, donc vous reconnaissez peut-être ici l'équivalent d'un peu d'HTML, d'accord, avec une couleur et puis une taille. Et voilà, et j'ai mon élément qui s'affiche, je fais un label.show et ça s'affiche. J'ai mis un petit lien sur la liste des widgets. On peut pousser encore plus loin. Je ne détaille pas tout, je mets juste quelques éléments. Donc, ici, j'ai mon main, donc le lancement de mon script avec la génération de mon application, le lancement de ma classe ici qui s'appelle myWidget. Mon widget égale myWidget, je fais un point chaud. Et j'ai le constructeur, donc c'est ce qu'on appelle le constructeur ici init, c'est ce qui va se lancer quand je vais instancier ma classe. Et je vais avoir ici, je vais créer un bouton. QWidget.QPushButton, je vais lui associer, l'ajouter sur mon label. Je vais lui associer une fonction. C'est-à-dire que quand je vais cliquer dessus, je vais lui assigner une fonction qui s'appelle magique. Et là, je vais modifier le texte. D'accord? Bon, voilà, je ne m'étends pas, c'est simple, mais tout le code, j'ai mis quelques exemples dans le package de fichiers qui fonctionnent, que vous allez pouvoir reprendre et réutiliser si vous voulez un petit peu regarder et manipuler ça. Alors, il y a des éléments intéressants dans ça parce qu'on va avoir des layouts. Ce qu'on appelle des layouts, c'est des grilles de construction. Et par exemple, le grille layout, on va positionner les éléments les uns à la suite des autres en leur donnant le positionnement. Et puis ici, je vais avoir donc, le positionnement des boutons. Et surtout, ça, on dit c'est responsive, c'est-à-dire qu'en fonction de la taille de la fenêtre, les éléments vont se positionner correctement et donc ça va s'adapter à la taille de l'écran de l'utilisateur. Donc ça, c'est assez intéressant. On continue. L'autre élément intéressant sur ça, c'est le Qt Creator. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir un éditeur qui va me permettre, vous voyez, j'ai des radio-boutons. Je vais pouvoir glisser les éléments ici et concevoir mon application, concevoir l'interface de mon application très facilement en glissant les éléments. Et une fois que j'ai ça, ça va me faire un petit fichier .ui. Donc, c'est l'XML en fait derrière, que je vais pouvoir charger dans mon code Python. Alors, soit charger en faisant un load, et donc je prends le code XML qui a été fait là, ou alors le transformer en code Python avec une fonction, une commande dans le terminal, pyside2-uic, et il va me générer un fichier Python. L'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que je vais avoir des objets, justement, comme on disait tout à l'heure, qui vont être directement manipulables. On continue. Voilà un exemple. Ça, c'est ma vue, d'accord? C'est le code XML qui est généré. Donc, je retrouve, par exemple, mon Qman window, je retrouve un grid layout, je retrouve une menu bar, un QPush button avec différentes configurations, éléments. Je vais avoir mon fichier de script de lancement, app.py, dans lequel je vais aller charger, vous voyez, qfile view.ui, donc ce fichier-là, et je vais dire window, tu le load, window égale loader.load, et il va me charger ce fichier-là pour concevoir, pour créer mon application. D'accord? Voilà comment ça fonctionne. Et à partir de là, je vais faire un autre fichier qui va être un petit peu mon contrôleur, et dans lequel je vais aller mettre les boutons, etc., et mettre les interactions. Alors vous allez me dire, OK, tout ça, ça va me permettre de faire juste ça. Oui, en fait, clairement, tous ces fichiers-là, ça permet juste de faire ça, mais c'est ce qui permet de démarrer. C'est-à-dire qu'à partir de là, maintenant, je peux passer la 2 et vraiment aller mettre les éléments. Et je vous ai mis un exemple d'un visualiseur de script. Donc, c'est quelque chose de très, très léger. On reprend ça et puis on rajoute juste Plotly dedans avec un chargement de fichiers. Mais si vous voulez regarder et puis manipuler et essayer, voilà, c'est déjà prêt. Donc, oui, tout ça, mais c'est ce qui va permettre d'aller plus loin. Si vous voulez justement aller plus loin, donc il y a un lien avec un exemple de data visualisation ici où c'est les séismes qui se sont produits entre 1900 et 2017 et donc avec PySide. Donc on voit un affichage, donc le graphe des valeurs et puis un affichage sur une map. Et si vous voulez aller également encore plus loin, mais sur un autre aspect, il y a Kivy
qui existe depuis pas très longtemps, qui est un gestionnaire d'interface graphique en Python et qui est assez sympa avec un design un petit peu plus user-friendly, comme on dit, un petit peu plus sympa et qui permet notamment de faire des interfaces pour mobile. D'accord, qui s'adapte assez bien pour mobile. Donc, c'est une librairie assez intéressante. C'est à partir du moment où voilà, ça fonctionne un peu comme PySite. On est vraiment sur le même type de programmation. Il y a des tutoriels qui sont en ligne qui permettent de faire ça. OK, je ne m'étends pas sur la partie graphique. C'était simplement pour en toucher un mot et puis donner des éléments pour aller plus loin. Et on va passer sur une partie qui peut être assez intéressante pour nous et qui rentre un peu plus dans justement cet atelier pour nous de manière assez intéressante. Donc les applications web, notamment avec le Jupyter Notebook, et puis voilà par exemple. Donc c'est une autre façon de faire une application. Et on va repartir d'un Jupyter Notebook, donc typiquement le Colab de la dernière fois. Et dans Jupyter Notebook, on a ce qu'on appelle les widgets. Les widgets, c'est par exemple cet élément-là, Linux. Vous voyez, on a ici un menu de sélection sur lequel on va pouvoir cliquer sur les informations. Voilà le code qui permet de faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir notre notebook avec tout le code qui s'exécute, mais avec le petit utilitaire, on rajoute voilà, donc pipe install voilà. On va pouvoir générer à partir de ce Jupyter Notebook-là, en fait, une application et n'afficher que les widgets. C'est-à-dire que toutes les fonctions, tout le code qu'on va avoir précédemment, il va être caché, d'accord, il va être dans l'exécution de notre script, mais en sortie, on va seulement avoir les widgets et puis le texte qu'on va vouloir afficher. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça va nous permettre de clarifier nos applications et puis d'avoir quelque chose de vraiment sympa à utiliser. On va dire un petit mot tout à l'heure. Ceux qui connaissent, alors vous reconnaîtrez peut-être le widget ici, qui vous rappellera peut-être une base de données assez récente, qui est très bien fait, proche UV. Voilà. Mais je ne leur dis pas trop, on en parlera à l'atelier 3, une très belle base de données qui est faite justement avec ces utilitaires-là. On continue sur la deuxième partie qui nous intéresse, à savoir Flask. Et on va aller manipuler tout ça un petit peu après, on va aller voir comment ça fonctionne. Flask qui est un micro-framework. Alors un micro-framework, qu'est-ce que c'est? Ça va être un ensemble de modules un petit peu comme on a vu tout à l'heure, qu'on va pouvoir réutiliser et qui va avoir un comportement qui est intéressant pour nous. Alors qu'est-ce que c'est ce Flask? On va avoir donc l'équivalent, par exemple, je prends le cas d'un serveur, d'accord? Vous avez un serveur qui est en capacité d'exécuter du Python, sur lequel on a Flask d'installer, et donc Python. Et on va avoir donc notre machine avec un navigateur web, Firefox, Chrome, peu importe. On va pouvoir appeler une URL, appeler un lien donc, dans le navigateur ici. Et sur le serveur, ça va déclencher. Donc on va aller positionner, on va aller appeler des routes, ce qu'on appelle des routes. Et ces routes, donc une route, c'est quoi? C'est /home, /hello, /about, /contact dans l'URL. Et ça va déclencher des méthodes derrière, d'accord, dans lesquelles nous, on va pouvoir rajouter du code. Et une fois qu'il va travailler un petit peu tout ça, il va me rendre un fichier HTML que je vais afficher sur mon navigateur. Voilà comment ça fonctionne. Donc, j'exécute ça en local, 127.0.01, ou peu importe l'IP, hein, vous pouvez mettre l'URL que vous voulez, sur le port 5000, et ma route, c'est ça, /home. Je tape ça dans mon navigateur, j'envoie ça, donc c'est une requête HTTP, hein, comme on dit. Du côté du serveur, je vais avoir ça dans mon script, @app.route, ça c'est ce qu'on appelle un décorateur, d'accord, qui va me rajouter un comportement dans mon code. Moi, ce que ça va faire simplement, c'est que quand je vais aller sur /home, ça va m'appeler cette route-là. Donc app.route /home. Ici, je précise que je veux du get. On peut faire soit demander une page, soit envoyer des données. Moi, ici, je veux récupérer une page, je demande de l'information. Et quand cette route-là est appelée, je vais déclencher une méthode qui est associée, d'accord, juste en dessous. Ma méthode, c'est ma fonction, pardon, getIndexPage, d'accord? Et cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me retourner, elle va me faire un return de render template. Donc ça fait partie de Flask. Et en fait, ça me renvoie un fichier index.html. OK. Et donc là, sur mon navigateur, je vais avoir à l'adresse que j'ai tapée ici, une page web. Alors, OK, c'est sympa, mais moi, je n'ai pas forcément envie de faire un site web déjà. Le côté intéressant, c'est que nous, ici, sur le serveur, c'est qu'on va avoir on va pouvoir exécuter du Python, on va pouvoir avoir du Plotly, etc. Et sur le navigateur,
on est sur une page web, donc on va pouvoir ajouter du JavaScript pour l'interactivité, on va pouvoir ajouter du CSS, etc., etc. Donc, ça peut être assez intéressant. Je dis, oui, bon, ok, mais moi, je n'ai pas forcément un serveur, ainsi de suite. Mais ce n'est pas grave, parce que ça, en fait, ce qu'on a ici, quand on va lancer Flask, ça va s'exécuter sur notre machine locale. C'est-à-dire que si j'installe Flask et que je le lance dans un script, eh bien, je vais avoir ça sur ma machine perso, qui a un navigateur, et qui va en fait lancer un tout petit serveur en local, ce qu'on dit en local, donc sur la boucle locale qui est à l'adresse 127.0.0.1, ce que j'ai tapé ici dans mon navigateur. D'accord ? L'autre intérêt de ça, c'est quoi? C'est que mon application Flask, quand je vais la lancer, au lieu de taper à la fin du script, donc tout en bas, on va voir juste après, au lieu de taper, de le mettre ça sur la boucle locale, ma machine ici, elle est sur mon réseau perso dans la maison, sur une box, peu importe le fournisseur d'accès, et elle a une adresse IP. Cette adresse IP de ma machine, donc je peux la récupérer et je peux lancer mon application Flask en lui précisant l'adresse IP de ma machine, qui est ici une adresse IP donc de type C, hein, classique. Je lui précise mon adresse IP, port 5000, et à partir de là, mon application elle est accessible sur mon réseau local avec mon smartphone, avec ma tablette, avec une télé connectée, avec un autre PC, etc. etc. Donc même sur, je ne sais pas, la terrasse, je peux accéder pendant l'observation. Si je capte le Wi-Fi, eh ben, je peux accéder à mon application qui est sur mon PC potentiellement dans mon bureau. Donc ça peut être intéressant pour nous parce que au même titre du transfert de script, par exemple pour une application graphique ou entre les machines, parfois entre Windows et macOS ou Windows et Linux, c'est pas toujours facile et il faut quand même packager assez fortement pour que on puisse la transmettre. Et bien là, sur du Flask et sur un serveur en local, ça va être assez sympa à transmettre. OK ? Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu en détail cette partie-là et voir ce qu'on peut faire avec. Je rebascule, hop, je recoupe le PowerPoint. Je partage l'écran. OK. Donc, je quitte ça. Voilà. Donc là, vous devriez voir mon écran avec mon navigateur. Oui, c'est bon. OK, super. Alors, ce qu'on va faire pour commencer, c'est regarder le Jupyter Notebook. Ce que j'utilise comme commande ici, donc je suis sur macOS, mais vous avez des commandes similaires sur Windows qui vous permettent donc soit de lister les fichiers, donc c'est le dir sur Windows. Donc là, j'ai un dossier Flask, un dossier graphique app donc, que vous retrouverez à la fin, un dossier notebook, voilà, et puis les scripts qu'on a manipulés tout à l'heure, et un dossier WS de Env. Alors, c'est un peu petit, je vais grossir sur l'autre éditeur, mais c'est simplement pour lancer ici. Je vais donc j'ai lancé mon environnement, je suis sur WS de Env, je vais dans mon dossier notebook, voilà, je regarde ici, et j'ai installé précédemment avec Pipe, j'ai installé Jupyter Notebook, d'accord? Donc, je ne le refais pas, je l'ai déjà fait, mais c'est nécessaire pour lancer les Jupyter Notebook. Je lance justement à cet endroit-là, je vérifie que je suis bien dans le dossier, OK, qu'est-ce que j'ai comme fichier, et je lance Jupyter Notebook. OK. Il va me démarrer un petit serveur également et je me retrouve avec cette interface où j'ai justement mon notebook que j'ai préparé. Je peux cliquer dessus et je me retrouve voilà, avec mon notebook un petit peu comme le Colab, mais avec une interface différente. Mais je retrouve les cellules de code, les cellules de texte, etc. Et puis, je vais pouvoir exécuter des choses à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai importé ce qu'on appelle des IP widgets, des petits widgets qui vont permettre justement, c'est ce qui va me permettre justement de créer des widgets et puis d'avoir des uploads, d'avoir des boutons et des choses comme ça. J'importe notre module qu'on a créé tout à l'heure. Alors, pour faire ça dans le notebook ici, je définis quand même le chemin. Je crée un petit dossier module et puis je lui dis, mon module, il va être dans ce dossier-là. Okay, et puis, j'importe BE Tools. J'importe un petit widget, oui, pas si petit, j'importe un widget Aladdin, IPy, qu'on retrouve sur la documentation IPy, qui permet d'exécuter un morceau, donc Aladdin, dans un notebook. Et à partir de là, je vais construire mes éléments. Je vais avoir mon bouton upload ici. Donc, comment je fais ça? Je fais dans une variable, j'enregistre widget.fileupload. Ensuite, je vais créer un élément d'affichage dans lequel je vais mettre la sortie de mon spectre, d'accord, widgets.output. Je vais créer un label. Je vais créer un autre widget, mais pour la sortie d'Aladdin, un widget de sortie. Je vais créer un autre widget pour le header, par exemple.
pour afficher les valeurs de mon head. OK, donc j'ai ces éléments-là. Ensuite, je crée une fonction qui s'appelle onDataChange, qui va être déclenchée lorsque je vais charger un fichier dans le bouton Upload. D'accord ? Qu'est-ce que je fais ? J'efface avec un clear output tout ce qui est à l'écran, parce que j'ai envoyé un nouveau fichier, donc je fais table rase et puis je repars à 0. Je fais un petit label pour dire ça charge, et si jamais j'ai un fichier qui est chargé, eh bien je l'enregistre comme ça, with open. C'est la même chose que file.save. C'est open et en fait, il clôture automatiquement. C'est ça qui est intéressant avec le with, c'est qu'il ouvre le fichier et il le clôture derrière. Et j'enregistre dans mon dossier TMP spec in progress.fits. D'accord ? Donc, je vais mettre ça en gros, ça s'enregistre dans le dossier. Derrière, je vais préparer avec mon module le spec 1D. C'est la même chose qu'on a fait au début avec le fichier de script. Je vais préparer le graphe. Donc, c'est les méthodes aussi de notre module. Et une fois que j'ai fait ça, je vais afficher sur la sortie Spectrum Output le display du graphique. D'accord ? Je fais Spectrum Output display. Donc, ça, c'est la fonction de widget. Je fais pareil pour Aladdin. Là, en fait, je vais aller chercher dans le header du spec ici la valeur de la cible et je vais dire à Aladdin, tu vas m'afficher cette cible-là. Et au même titre, sur le rendu, je vais mettre dans la valeur de sortie, dans l'élément de sortie, ce bloc-là d'Aladdin. Je boucle sur le header pour en faire un petit data frame avec Panda, comme on avait vu sur l'atelier 1. Et une fois que j'ai fait ça, ma fonction est prête. Je vais lier ma fonction, autrement dit mon bouton upload.observe, donc il va regarder les deux et au changement de données, en fait, un data change, c'est ici, ça c'est ce qui va être appelé quand je vais avoir un changement sur mon bouton upload. OK ? Donc là, c'est prêt et il ne me reste plus qu'à les afficher sur la page. Je n'exécute pas parce que ce n'est pas ici que je veux le faire. Je mets un petit texte et je fais un display. Widgets.vbox et hbox, c'est pour placer les éléments de manière horizontale et verticale. Et je vais mettre les éléments que j'ai préparés précédemment, Aladdin Output, label, etc. Et donc, je les affiche tout simplement ici. Layout égale layout avec Spectrum Output, le head table, etc. Je n'exécute pas là parce que ici, j'ai tout mon code. Moi, l'idée, c'est de donner aux gens plutôt une application qui soit propre et utilisable. J'ai installé Voilà, au même titre avec pipe install Voilà. J'ai activé les extensions Aladdin. Ça, c'est ce qu'on retrouve sur la doc de IP Aladdin. Et puis, pour lancer ça, je lance Voilà avec un enable les extensions. J'active les extensions qui sont dans mon notebook. OK ? J'ouvre un nouvel onglet. Normalement, il me positionne au même endroit. Je regarde. OK, c'est bon. Hop là, ça n'existe pas. ls et je copie la commande, voilà, enable extension. Il va me lancer un petit serveur également. Hop, je retrouve mon dossier. Hop, il me démarre mon application et je ne retrouve pas mon code, j'ai vraiment juste le bouton que j'ai chargé le widget. Je vais aller chercher mon petit workshop 2, je vais aller NB, voilà, je vais aller chercher mes données, le fichier, s'il n'y a pas l'effet démo, voilà. Et je retrouve bien mon graphe, je retrouve bien le header, et puis j'ai le widget Aladdin qui me cible donc PlayOn. Alors le côté sympa, c'est que justement, on a ce widget qui est interactif et on va pouvoir se balader derrière dans le ciel de manière sympa. Donc, j'ai plus mon code qui est affiché ici et j'ai quelque chose de beaucoup plus épuré et assez sympa à manipuler au quotidien. Voilà. Donc, ça, c'est une façon de faire les applications web. Et puis, on va passer à la deuxième façon qui est donc avec Flask. Pour faire ça, je bascule cette fois-ci, hop, je vais fermer ça. Je bascule sur Visual Studio Code, donc, qui est mon autre éditeur de code qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Je vérifie, je suis toujours au même endroit, dans mon dossier Workshop 2, dans mon environnement WS2. Je clarifie un peu tout ça. Alors, cet éditeur-là, comment il fonctionne? C'est globalement le même principe. J'ai mon explorateur de fichiers ici, d'accord, donc j'ai script, etc., j'ai tout là, mes dossiers. J'ai l'éditeur de code ici, donc je vais en ouvrir un par exemple, dans l'exemple que je vais utiliser. Voilà, j'ai un terminal ici qui est lancé, dans lequel je vais pouvoir exécuter mes fichiers. Au même titre que Spider, j'ai un petit, je peux run mon fichier ici, et vous voyez en bas à gauche,
j'ai l'environnement dans lequel je suis. Et donc là, j'ai ma liste des environnements. Si je clique dessus, et je suis bien dans WS2 Env, ici, ce qui me permet, lorsque je clique sur cette icône-là, de lancer dans cet environnement-là. D'accord? Je peux le faire soit du terminal, soit en cliquant ici, et puis il va me positionner dans l'environnement-là. OK, on est paré, on va pouvoir démarrer. Donc là, on passe sur Flask. J'ai créé 2 dossiers, un pour démarrer et voir un petit peu comment ça fonctionne, et puis un autre pour voir jusqu'où on peut aller et puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Première chose que je fais, j'importe Flask. D'accord, j'ai fait un fichier main.py. J'importe Flask, j'importe render._template, ce qu'on a vu tout à l'heure pour rendre des fichiers index.html. J'importe Plotly, et là je prends le .io parce que je vais vouloir injecter justement un élément HTML à l'intérieur. Et puis notre module, toujours sympa. À partir de là, je vais avoir une arborescence de fichiers ici avec des templates. Je vais retrouver les hello, un spectra, etc. que je vais pouvoir utiliser. Un dossier statique, je vais y revenir tout à l'heure. Un dossier data dans lequel je vais prendre mes fichiers en fait, pour manipuler. Et puis autre outil, on en parlera un petit peu plus loin. Donc là, ici, je vais commencer par définir une instance de Flask. App égale Flask, donc underscore name, on retrouve le scope ici. Et je vais pouvoir directement déclarer mes routes. Mes routes, donc app.route/. Associé à cette route-là, je vais avoir une méthode def-index et je vais pouvoir retourner du code HTML directement. Je fais une autre route qui s'appelle app.route hello, qui appelle la méthode hello. Là, j'ai créé une variable qui s'appelle donc name2show. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand je vais retourner un template hello HTML, donc il se retrouve ici, c'est pour ça que le dossier s'appelle template. Mon fichier, il s'appelle donc hello HTML. Je vais pouvoir également lui passer une variable qui s'appelle username, qui va être injectée dans le template, et je lui mets la valeur que je veux. Et en fait, ici, je lui mets la valeur Mathieu. D'accord ? Et j'ai créé une autre route pour tester quand même, histoire d'être sûr que ça fonctionne, /spectrum, qui prend une méthode spectrum, dans laquelle je prépare un spectre avec notre module. Et la seule chose que j'ai changé ici, c'est ça. Je mets dans une variable io.toHTML, c'est-à-dire qu'avec Plotly, je lui passe la figure que j'ai créée avec notre module BETools. Je lui passe avec io.toHTML, il va me faire un petit bloc HTML et JavaScript que je peux afficher dans une page web. Et puis derrière, au même titre, je lui ai fait un return render template qui prend le spectra.html, donc mon template, et une variable qui s'appelle plot sur la page, et ici divplot, ce que je veux injecter. Je démarre mon application, donc avec la vérification ici du main, et je fais un app.run. Le debug ici, ça pour dire que je suis en mode un petit peu développement. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais lancer, si ça marche bien, hop, il mouline un petit peu trop. Alors, j'étais peut-être pas dans le bon dossier. Si. Voilà. Alors, je vais quand même le relancer parce que je ne suis pas sûr d'être dans le bon dossier. Ouais, voilà. Je vais dans le dossier Flask parce que sinon, ça va me mettre récolte. Donc, c'est les flasques base, là où je suis dans mon application. Hein, d'accord. Je vérifie avec un ls mes fichiers. OK. Et je suis bien dans mon dossier base. OK. Je relance. Donc, je lance mon application Flask. Et mouiller un petit peu moins cette fois-ci. Et donc là, il m'a chargé, vous voyez, il m'a chargé mon application et il me dit ça tourne sur 127.0.0.1 et le port 5000. Ce qui est intéressant ici en mode debug, c'est que quand je vais faire une modification, admettons, voilà, je rajoute un espace, j'enregistre, il va relancer automatiquement le serveur. D'accord, ça c'est sympa parce que ça évite de retaper dans le terminal, etc. Par contre, quand je pense en mode utilisation, par exemple sur mon réseau local, comme je disais tout à l'heure, il suffit de décommenter ça, hop, commenter l'autre, les espaces tab, et de préciser l'adresse IP ici. Et là, je passe justement sur mon réseau local. D'accord, nous, on va rester en mode dev. Hop. Et donc là, j'ai lancé mon application Flask. Je vérifie donc sur le navigateur. Je vais sur l'adresse 127.0.0.5000 et à la racine, donc en gros ici, j'ai slash derrière, hein, pardon. Hop. En fait, c'est bien ma racine, j'ai index page, le petit code HTML que j'ai passé tout à l'heure. Si je vais sur la route slash, c'était quoi, home qu'on avait non, c'était pas home. J'avais spectrum, home,
hop, il m'affiche bien mon petit plotly avec le spectre que j'ai créé. Alors l'autre route, je ne sais plus, c'était Hello. Hop. Hello, et je retrouve bien ma variable ici qui s'appelle Mathieu. Alors, comment je fais ça justement pour injecter la variable? Si je vais dans mon template, je prends le fichier Hello justement, j'ai du HTML, H2 workshop, etc. Et en fait, je vais pouvoir ici injecter avec accolade pourcentage du code Python et vérifier justement la présence de mes variables. Donc là, c'est ce que je fais. If username, ça veut dire que quand je fais le render, si j'enlève la partie, le deuxième paramètre username, il n'y aura rien d'envoyé. Donc là, je vérifie et donc je dis, bah, si ça existe, tu affiches. Si ça n'existe pas, tu n'affiches pas la variable. Comment je fais pour afficher la variable? Eh bien, ce sera accolade, accolade, le nom de la variable, accolade, accolade. D'accord? Donc ça me permet de venir injecter des données comme ça de manière dynamique dans ma page web et de construire l'application de manière très facile. Même chose dans Spectra, ici pour HTML, j'ai vérifié que plot existe. Et comme c'est de l'HTML et du JS, j'ai besoin de lui préciser quand même avec un PySafe que mon code est sécure et que je n'ai pas fait n'importe quoi. Donc là, à partir de là, j'ai mon application qui fonctionne. Et puis des templates, c'est plutôt sympa. Je pousse un peu le trait. Alors, on aura remarqué quand même ici que le design, ce n'est pas ma grande qualité. Clairement, les pages ne sont pas super sexy. Index page notamment. Hein. Et donc, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on est sur une page HTML et donc on peut aller utiliser les attributs de HTML, CSS et JS. Et il y a quelque chose qui est sympa pour ça, c'est Bootstrap, hop, qui est ce qu'on appelle un framework donc, de design, c'est le framework Bootstrap de Twitter, qui va me permettre, au même titre un petit peu que d'autres modules sur Python, de créer et d'utiliser des choses qui existent déjà pour embellir ma page web. Je fais donc un tout petit aparté là, c'est pas purement Python, mais c'est pour injecter dans ma page Python. Comment ça va fonctionner? Comme c'est sur une page web, je vais devoir lui préciser le chemin vers le framework ici Bootstrap que je vais utiliser. Donc, il y a l'installation. Alors, il me dit SPM install, ok, ça c'est un petit peu plus technique. Je passe sur cette partie-là. Moi, j'ai besoin juste, when you only need to include Bootstrap, c'est parfait. J'ai juste besoin d'inclure. Ça prend 2 fichiers, CSS et JavaScript. Donc, ça, c'est le framework, en gros, la source que je vais pouvoir utiliser. Donc, je copie ça. Hop, je prends ça. Je retourne sur mon éditeur. Donc ici, j'ai mon fichier, par exemple, hello.html. Hein. Donc c'est de l'HTML. Je vais coller ça ici. Donc il me met le lien. Si on regarde, c'est simplement un link. Hein. Ceux qui ont déjà fait un petit peu d'HTML, voilà, de manière très simple. Et puis, alors je vais le mettre, mais normalement, il n'y en a pas besoin. Je vais prendre également le JavaScript. Je copie, je colle ici. OK, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Pour l'instant, pas grand-chose, j'ai juste mis les sources. Ce qui est intéressant, c'est que ce framework, il y a des choses qui sont déjà exploitables pour nous. Si je vais sur la doc et que je regarde les composants, par exemple, je peux prendre un bouton. Et là, les boutons, ils ont déjà des designs qui sont un peu plus sympas que la page que j'avais créée. Donc, je prends simplement le bouton ici. Donc, il nous donne le code directement. Hein, c'est fait pour. Je l'injecte dans ma page. Et à partir de là, ma page va devenir théoriquement déjà beaucoup plus sympa. Alors, je vais faire /home. Alors, ce n'est pas /home, c'est /hello. Voilà. Et donc déjà, j'ai un bouton ici. On voit en fait que le design a aussi un petit peu changé. Bon, on voit que ce n'est pas encore parfait. C'est normal. Ça précise encore mes compétences de designer. Donc, je pousse encore un petit peu le trait. Et sur Bootstrap, ce qui est, ici, on a tous les éléments. Donc, on va avoir des carousels, on va avoir des barres de navigation, etc. Mais on va avoir aussi et surtout des exemples. Et dans les exemples, ce sont des pages qui sont déjà faites en HTML que je vais pouvoir récupérer en tant que code source et réutiliser. Donc, par exemple, le sticky footer, on voit qu'il y a une page comme ça qui est créée. Si je prends avec une navbar, c'est sympa parce que c'est déjà responsive, c'est-à-dire que ça s'adapte si je suis sur mobile ou pas. Il y a déjà des éléments graphiques, etc. etc. Je ne vais pas le faire en direct, mais ça, en gros, si je reviens tout en haut, j'ai download exemple. Je peux télécharger la totalité de ces exemples-là et derrière, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est pour ça que dans Autres outils, j'ai tous les exemples Bootstrap ici. D'accord. Et à l'intérieur, si je prends Sticky Footer, je vais avoir une page d'index HTML et puis un petit fichier de CSS.
D'accord? Donc, j'ai une page qui est déjà prête à utiliser. Moi, ce que j'ai fait, j'ai copié-collé ça. D'accord? Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Je prends ce fichier-là, je l'ai mis dans design ici HTML, par exemple. D'accord? C'est ce que j'ai fait. J'ai simplement modifié donc, le lien de Bootstrap CSS qu'on a été chercher tout à l'heure. Et j'ai précisé également le petit sticky footer. C'est-à-dire que le fichier de CSS qu'ils ont fourni avec, je suis obligé de préciser son chemin parce qu'il faut dire à Flask quand même où se trouvent les fichiers. Et donc, j'ai un dossier statique. C'est là où ce qui est préconisé par Flask, on met dans le dossier statique tout ce qui va être CSS, JS, les images, etc. Et donc, à l'intérieur, j'ai mis le sticky footer. Et pour lui préciser ça, je vais faire de manière dynamique accolade, appeler URL for, et je lui dis, c'est dans le dossier statique, et le fichier s'appelle sticky footer. Je n'ai rien modifié d'autre. J'ai injecté, si on revient en haut, je n'ai même pas injecté, mais je peux injecter mon code Flask de tout à l'heure. Et donc, ma page s'appelle design.html. Si je retourne dans mon main et que ici, par exemple, à la place de hello, je transmets design.html, eh bien, sur ma page ici, ça va être là. Voilà. Donc là, on voit tout de suite qu'il s'est adapté. C'est déjà un petit peu plus sympa. J'ai des éléments que je peux réutiliser, etc. J'ai le pied de page, ainsi de suite. Je suis parti de là. Et puis, ensuite, on va repasser donc, sur ce qui nous intéresse quand même, c'est-à-dire Flask, et voir ce qu'on peut utiliser derrière. Mais on a déjà une page un peu plus sympa. Je bascule sur le deuxième exemple qui s'appelle... Hop, je ferme ça. Je clôture ici. Hop, pardon. Ouais, ok, pas de souci. Je clôture là. Alors, il va m'ouvrir des trucs. Non. Donc, BE Web App, d'accord. Donc, j'ai fait la même chose. J'ai créé une application Flask. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir envoyer des fichiers, de pouvoir avoir un bouton d'upload et que j'envoie, en fait, que quelqu'un puisse déposer un fichier ou que moi-même, je puisse utiliser mon application. J'importe toujours Flask. Alors, j'importe une petite chose supplémentaire, mais qui fait partie de Flask, qui permet de faire des uploads de fichiers de manière sécure. Alors, j'ai mis la documentation. Encore une fois, je n'invente rien. C'est l'exemple qui m'a permis de faire justement d'importer un fichier. Je dis dans une variable upload folder mon nom de fichier file upload. Je définis l'instance de Flask. Et là, ça va devenir un peu plus intéressant. C'est que je vais pouvoir donc préciser pour mon application la configuration de dossier upload folder. C'est ce que j'ai précisé avant. Et je fais mes routes. OK, on y va. J'ai ma route ici, index, donc le slash, la route principale. Ça renvoie index.html. Je n'ai rien mis dessus quasiment à part des petits boutons. Je fais une route de visualiseur simple viewer. Et la particularité, ma route va être en capacité de prendre des get et des posts, c'est-à-dire de récupérer de l'info ou de donner de l'info. D'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui m'envoie un fichier ou moi je donne le fichier. Ça appelle une méthode def upload file. Je vérifie si quelqu'un a fait un post, justement, si quelqu'un m'a envoyé un fichier, je rentre dedans. Sinon, je ne rentre pas dedans. D'accord? C'est-à-dire que là, mon bloc, je vais volontairement descendre. C'est-à-dire que si je rentre dedans, c'est ça. Sinon, si jamais personne m'a envoyé de fichier, je vais retourner le template simpleviewer.html avec un petit message à la place de plot ici. Je vais dire, ce serait bien de sélectionner un fichier. Si jamais on a fait un upload, j'ai un fichier, donc je vais le chercher, request.file, et donc toujours vérifier ce que fait l'utilisateur, même si l'utilisateur c'est moi, et notamment si c'est moi. Je vérifie que j'ai bien un fichier qui existe. Je vais le récupérer, secure file name, je vérifie qu'il n'y a pas du code malveillant quand même dans le nom du fichier, etc., ou à l'intérieur, et je l'enregistre dans mon dossier upload folder. C'est pour ça que je l'ai enregistré précédemment. À partir de là, je vais préparer avec mon module BE Tools un spectre, d'accord, que je récupère dans le dossier upload. Je prépare une figure, tout comme tout à l'heure avec Plotly, et puis je l'affiche sur la page. Je l'enregistre dans une variable. Et je retourne ça sur la page. OK? Donc, ça va m'afficher un spectre. Donc, c'est déjà ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure. Mais comme je sais le faire avec un fichier ici, je vais prévoir une autre route qui m'affiche plusieurs fichiers que je vais pouvoir télécharger. Donc, je fais la même chose, je vérifie que j'ai un post, je vais boucler dessus, donc je récupère tous les fichiers et je boucle dessus avec un for file in files. Et je vais par contre, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais dans mon module BE Tools, j'ai prévu quand même dans la fonction getPlotly multispec, donc si je veux en afficher plusieurs, j'ai prévu deux paramètres
true, c'est-à-dire le premier ici, c'est un booléen pour dire est-ce que je veux un décalage entre les spectres ou pas. Et si jamais c'est à true, eh bien, quel décalage je veux. Pour pas qu'ils soient, si j'ai tous les mêmes spectres, par exemple, pour pas qu'ils soient tous qui se chevauchent, et plutôt voir le décalage pour avoir dans le temps comment ça s'est passé, quoi. Et si ça s'est bien passé, je retourne ça à la vue. Okay, bon, je lance. Je vais lancer mon main. Alors, dans mon template, c'est les mêmes fichiers, d'accord? C'est l'index, etc. C'est les pages que je vous ai montrées tout à l'heure avec Bootstrap, sauf que j'y ai injecté, donc j'ai mis des boutons, c'est simplement des liens. Et alors ça, c'est l'index, autant pour moi. J'ai mis ici, vous voyez, if plot, j'ai injecté ce qu'on avait vu au tout début. OK, allons-y. Mon main, je démarre. Alors, je ne suis pas dans le bon environnement. Je reviens. Ici, je vais dans BWeb App. OK. J'ai bien mes fichiers. Je vais lancer le main qui est là. Allons-y. OK. Il me démarre sur 127 comme tout à l'heure. Tout va bien pour l'instant. Je passe sur mon application. Et là, vous voyez, donc, je vais simplement rajouter un petit logo pour que ce soit un peu plus sympa. Et j'ai le même layout que tout à l'heure, la page web que j'ai pris de Bootstrap. Et puis, j'ai mis des petits boutons. Donc, c'est les boutons que j'ai récupérés tout à l'heure. Sur le accueil, il n'y a rien. Mon Simple Viewer, eh bien, dans Bootstrap, j'ai également des éléments d'upload. Je choisis un fichier. Donc, je vais Workshop 2 Flask BWeb App. Je vais chercher dans mes datas. Et je vais prendre un des fichiers de Playon, je upload, et j'ai bien mon spectre qui s'affiche. Donc ça, c'est ma route que j'ai utilisée Simple Viewer. Ça, c'est sympa. Je vais dans mon spectre de multi-viewer, même chose, j'en sélectionne 2 ou 3. Et c'est là où ça devient intéressant d'avoir ce décalage, c'est que avec le ratio que j'ai mis de 2,5, je vais pouvoir les visualiser avec l'écart, et surtout, c'est Plotly. Et donc, c'est totalement interactif. C'est-à-dire que je peux manipuler autant que je veux dans une page web et je vais pouvoir rajouter les éléments que je veux. Si je veux rajouter Aladdin comme tout à l'heure, eh bien, je peux également le faire. Alors, comme j'étais là, avec le multi-viewer, je me dis, tiens, je peux sélectionner plusieurs fichiers d'un coup. Peut-être que je peux pousser encore un peu le trait. Donc, dans mes routes, je rajoute une route supplémentaire. Alors, c'est un exemple que c'est suite à une question d'Étienne Bertrand sur le forum Arras, qui souhaitait visualiser une évolution de l'arrêt. Alors, ce n'était pas sur une étoile BE, c'était sur la dernière Nova, une des dernières Nova. Et donc, j'ai refait une route Time Series Viewer. Même chose, prends Get Post. C'est le même code que précédemment avec le multi-viewer. Et sauf que dans le module, dans notre module BE Tools, j'ai rajouté GetPlotly 3D et je retourne la même chose avec la même page globalement derrière. Et donc, si je vais sur mon time series, je retrouve le même multiple files viewer, c'est le même fichier HTML en fait, concrètement. Je vais sélectionner, alors je ne prends pas les mêmes, je ne prends pas Playon, je prends les fichiers d'Étienne. Ici, je charge, on disait qu'il va peut-être mettre un peu de temps. Et derrière, je retrouve bien mon graphe. Ici, donc Plotly, c'est toujours très sympa, c'est très interactif, tout de suite, on a quelque chose de, quand même de visuellement sympa et je vois l'évolution de l'arrêt ici. Hop, voilà, je vois les valeurs et puis une visualisation de manière un peu plus cool, quoi. Bon, voilà. Donc, c'est un petit peu plus dense sur cette partie-là. Ça clôture un petit peu la partie, notamment comment est-ce que justement on peut utiliser plus Python et dans quelle partie et sur quel usage, quel environnement. On va pousser encore un petit peu les curseurs la prochaine fois, d'accord, sur le troisième atelier pour voir justement jusqu'où on peut aller et qu'est-ce que font certains de la communauté avec Python pour voir un peu tout ça. Je bascule une dernière fois sur le PowerPoint pour vous montrer une petite slide simplement qui affiche. Oh, je vais même passer par là en fait. Voilà, vous devriez voir. Donc j'ai mis la bibliographie, j'ai rajouté simplement 2 petits bouquins qui sont assez sympas, qui sont un peu des condensats de plein d'informations. C'est bon, on la voit. OK. Donc Python apprentissage actif et puis petit Python aide-mémoire pour Python 3. On retrouve plein d'informations un peu condensées, assez intéressantes. Les sources qui n'ont pas changé et surtout le code à explorer. C'est le module qu'on mettra à disposition donc, sous forme d'un package zip. Je le mettrai sur le GitLab, donc sur le même lien que le collab précédemment, avec les scripts qu'on a manipulés, l'application graphique, alors qu'on n'a pas vu, mais que vous allez pouvoir, on a vu sur slide, le notebook et puis les applications Flask, justement, avec toute l'évolution qu'on a vue jusque-là.
je vous affiche les liens et puis je clôture là. J'espère que ça a été et puis que je n'ai pas été trop vite et que ça a été plutôt clair. Voilà, merci à tous pour votre écoute en tout cas. Eh ben, écoute, merci beaucoup Mathieu et merci beaucoup Vincent pour votre exposé vraiment brillant et bien didactique. Ce que je propose, c'est qu'éventuellement, si vous avez des questions à poser, eh ben, vous pouvez le faire en live maintenant ou par le chat, c'est comme vous voulez. On peut encore garder 5-10 minutes pour répondre à des questions. Et puis, si vous n'en avez pas, on arrête là. Mais voilà, donc libre à vous de poser des questions à Mathieu et à Vincent. Hop, je vais... Okay. En attendant que les questions arrivent, là, mais n'hésitez pas. Ouais, bravo Mathieu. C'est effectivement très, très dense, là, je vois dans les commentaires. Merci. C'est... Merci pour vos retours. On fait une interro dans 5 minutes, hein, c'est ça? C'est ça. Mais ça montre en tout cas, pour moi, ça montre très bien la diversité des approches possibles dans Python. Ouais, tout à fait. Au début, on peut commencer dans une simple console avec juste un interpréteur et puis c'est super basique. Et puis on se rend vite compte qu'avec ces histoires de librairie, il vaut mieux s'isoler dans des environnements et puis après on peut aller très très loin. Absolument. Je pense en particulier, il y a des façons, c'est des moyens d'aujourd'hui d'utiliser les interfaces graphiques, c'est-à-dire effectivement le fait de faire des applis autonomes, c'est pas forcément le truc le plus génial avec Python. Par contre, les interfaces web, ce que tu as montré, moi que j'ai expérimenté un tout petit peu de mon côté, l'énorme avantage quand tu fais ça en interface web, c'est qu'après ça marche aussi sur ton téléphone portable, ça marche sur ta tablette, ça marche partout, quoi. Et c'est voilà. Mais ouais, il y a ça. Ouh là là. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Selon toi, quelles sont les principales différences, capacités entre Plotly en version gratuite et Bokeh? C'est une bonne question. Alors, en termes de performance, je ne serais pas capable de dire s'il y en a. Et surtout, en fait, c'est de librairies JavaScript. Et donc, à partir du moment où on est dans le navigateur, je les trouve, il n'y en a aucune que je trouve, par exemple, plus lourde que l'autre, ou etc. Par contre, en termes d'approche, on a des choses un peu différentes. Enfin, on est sur une base équivalente, autant dans la visualisation que dans ce qu'on peut en faire derrière. Alors, je vais vous mettre un lien peut-être plutôt, mais l'idée avec tout ça, c'est qu'on va pouvoir avoir du code généré, en fait du code HTML et JS très rapidement à partir d'un code Python. Et surtout, on va pouvoir définir des interactions entre la page web et le code Python derrière de manière interactive et asynchrone. C'est-à-dire que là où, par exemple ici sur l'exemple que j'ai montré, je upload un fichier, donc j'envoie au serveur et puis il mouline et il me renvoie quelque chose. Donc ça, c'est vraiment, je demande et il me renvoie une page, quoi. L'étape d'après, avec ce genre de librairie, autant Plotly avec Dash même derrière et puis Bokeh, c'est qu'on a cette possibilité d'avoir quelque chose d'asynchrone où je demande une page, il me la renvoie. Et en même temps, j'ai toujours un lien gardé avec le serveur et tout ce que je fais sur le client, tout ce que je fais sur mon navigateur, il m'active des choses, mais sans que j'ai besoin de recharger la page. Alors, je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est là où on peut pousser les curseurs et les deux le font. En fait, les deux le font et le font très, très bien. Et moi, j'utilise les deux, mais simplement parce que visuellement, on n'a pas les mêmes choses. Alors, je vous montre un dernier exemple si vous m'octroyez du temps justement par rapport à Bokeh pour voir. Alors, je vais essayer de sélectionner un fichier. Je charge juste un petit quelque chose. Et je vous le montre. OK, 2B, ça devrait marcher. OK. OK, voilà. Alors, je vous partage ça pour vous montrer. Voilà, c'est là. Justement, par rapport à Bokeh, donc ça va charger. Vous me dites quand c'est bon. Oui, c'est bon. OK. Alors, c'est une utilisation équivalente à ce qu'on a fait avec Plotly, d'accord? C'est simplement pour l'intérêt, en fait, je trouve, de ce genre de librairie, c'est que
on génère des bouts HTML qu'on peut passer un peu partout. Et alors, au début, quand j'ai commencé à jouer avec, j'ai trouvé ça tellement sympa que j'en ai fait une petite application. Alors, c'est justement du Flask et j'utilise Bokeh. Donc, c'est sur mon site. Il suffit de mettre SpecBok, en fait, parce que comme c'est Bokeh et que c'est pour la Spectro, je l'ai appelé SpecBok. C'était assez recherché. Et donc, j'ai mis une page web avec un petit champ pour sélectionner un fichier FIT. Donc là, je viens de le charger. Je vais rajouter un titre personnalisé. Et voilà ce que ça génère avec SpecBok. Donc, on a le même principe. D'accord. On a exactement le même fonctionnement que Plotly. Le design est différent. Alors, j'ai un petit peu aussi modifié le design. C'est pas toujours comme ça, mais je vais pouvoir zoomer dans le spec, je vais pouvoir afficher les valeurs, etc. Et puis, une des choses intéressantes, c'est ça, c'est l'interactivité. C'est-à-dire que j'ai rajouté des petits boutons par-dessus. Là, c'est plus relié au serveur. Mais je peux aussi, par exemple, rajouter de l'interactivité qui va me demander des choses au serveur et me mettre à jour les données, mais sans que j'ai besoin de recharger la page. C'est-à-dire que je reste comme ça et simplement avec la modification des boutons, je vais me changer les données. Autre élément intéressant, moi que j'ai trouvé intéressant avec ça, c'est que comme on a du code HTML et JS qui est généré par Python, là j'ai uploadé le fichier, hein, il me sort ça, d'accord, il me sort ce spectre-là, et puis j'ai également ajouté une sortie donc, du header, parce que j'ai le fichier FIS de toute façon, donc autant afficher les infos. Donc c'est un de mes fichiers de spectre. Et en dessous, j'ai généré aussi sur la page, donc avec Flask, j'ai envoyé la variable qui me ressort le code HTML qui me permet justement d'afficher ce graphe-là. Et donc, si je copie-colle tout ça, donc j'ai mis un petit bouton pour que ce soit quand même un peu plus sympa, d'accord? Je clique dessus, je prends ce code-là, je le mets dans une page web, donc vous créez une page web HTML classique, vous mettez ça et vous retrouvez exactement la même chose. Donc pour moi, c'est ça aussi, je trouve le côté intéressant, c'est que tous ces morceaux d'HTML et JS, c'est très léger, très facile. On prend le bloc et puis on le pose où on veut et ça fonctionne à partir du moment où quelqu'un a un navigateur. Alors récent, Firefox ou Chrome par exemple, il n'y a aucun souci, quoi. Et derrière, voilà, pour répondre à la question, j'ai un peu dérivé. Mais pour répondre à la question, Plotly avec Dash et Bokeh le font très très bien et pour le coup, j'ai pas vu énormément de différence. J'ai pas été non plus au maximum, mais les deux le font, sont très proches, je trouve. Voilà. Voilà. Et donc, on peut t'interroger sur n'importe quelle librairie et tu nous sors un exemple appliqué à la Spectro alors. Non, normalement non. Non, non mais du coup, c'est tellement sympa autant de démarrer la Spectro et puis d'y associer un peu ces outils-là que ouais, on s'amuse beaucoup, quoi. Non, mais j'ai pas été beaucoup plus loin encore. Ouais, c'est assez contagieux. Hein. Oui, oui. Je reviens. Ok, bon, beaucoup de merci. Il y a des questions, n'hésitez pas à ouvrir au micro hein, si vous voulez. Moi, je vois un indicateur qui est très fort, c'est qu'on a lâché pratiquement personne depuis le début, donc ça veut dire que c'est des statistiques qui marchent toutes seules. Quoi. Les quelques personnes qui se sont absentées se sont excusées parce qu'elles devaient y aller. Quoi. Quelqu'un veut prendre la parole? À la 1, à la 2, à la 3. On s'en tient là alors? C'est tout bon? Olivier, merci à tous, en tout cas pour vos retours. Merci beaucoup, merci. La suite, Olivier, tu sais nous dire? Vendredi prochain, mais c'est la même atelier, mais en anglais cette fois-ci, pour nos amis anglo-saxons. Et puis, dans 3 semaines, non, c'est fin mars, je crois, c'est le 26 mars, mais je pense que c'est la bonne date. On fait le 3e atelier en français, et une semaine après, c'est la même version, mais en anglais. Super, merveilleux. Moi, j'ai oublié de vous dire au début, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter, la newsletter de Cheliac, si vous voulez avoir des infos en particulier sur ces ateliers, mais aussi, d'une manière générale, sur les infos de Cheliac. Et on essaie d'envoyer des newsletters que quand on a des choses pertinentes à dire, on ne veut pas vous envahir, mais c'est un bon moyen de rester en communication. Alors, j'ai encore des questions de dernier truc. Serait-il possible de plotter en plus haute résolution pour mieux voir? Peut-être, ça c'est pour toi Olivier, je ne sais pas si c'est la présentation qui serait en ligne. Non, elle est en HD sur le site de YouTube. Bon, donc, Après, le problème, c'est la compression qui est faite par Zoom, c'est-à-dire que la vidéo générée par Zoom, elle est fortement compressée, donc forcément, ça altère un peu la résolution.
Ok, allez, merci beaucoup. Merci tout le monde. Bravo et à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous.